collègues, je vous souhaite la bienvenue pour ce pour ce conseil municipal du 3 mai 2021. Je vais vous inviter à prendre place en vous saluant et en saluant également l'ensemble des personnes qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont en différé pour éviter tout anglicisme. Merci à vous toutes et à vous tous, en espérant que dans quelques semaines nous puissions nous retrouver à nouveau dans des locaux et tous ensemble. Ça sera le plus important. Je voudrais vous dire que Madame Thomas Pitot sera la secrétaire de séance, que Madame Mikoan a donné délégation à Madame Chabat, que Madame Fabienne Elbig m'a donné procuration jusqu'à son arrivée, que Madame Frédéric Fab-Tabourin a donné procuration à Monsieur Gestin, que Monsieur Salem Erchouk donne procuration à Monsieur Frédéric Fargue, que Monsieur Christian Bardin a donné procuration à Isabelle Ramy et que Madame Florie Armitage a donné procuration à Monsieur Délu, que Monsieur Amilcar Marty a donné procuration à Madame Demarco et que Monsieur Jean donne procuration à son départ à Monsieur Duhart. Je voudrais, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même quelques conseils que nous avons des nouvelles difficiles, mais je voulais, même si ce n'était pas une de nos collègues en tant qu'élue, que nous ayons une grosse pensée pour Patricia Delage. Vous le savez, on l'a appris le 21 avril dernier avec beaucoup de stupeur et beaucoup évidemment de tristesse, le décès de Patricia. Patricia, elle était la correspondante du journal Sud-Ouest depuis 17 ans. 17 ans, j'ai envie de dire correspondante. Elle était journaliste, avant tout, Patricia. Elle était évidemment une figure reconnue, appréciée de tous et de toutes. Patricia, elle était aussi une figure, et la vie active aussi, talenceuse. On avait souvent l'occasion de parler de Talence, de Gradignan aussi, avec une autre ville qu'elle connaît bien. Je voudrais saluer, au-delà de sa mémoire journalistique et de l'exceptionnel travail et de la neutralité dont elle a toujours fait preuve, aussi saluer son adhésion et son travail sans relâche pour le tissu associatif et économique. Patricia, c'était toujours quelques minutes de prix. C'était quelqu'un qui était toujours à nos côtés, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, tous les jours de l'année. Et puis, elle a connu avec beaucoup d'évolution le journal Sud-Ouest avec ses différents développements qui ont eu lieu pour ce grand quotidien régional dont on a la chance d'avoir aujourd'hui dans le Sud-Ouest. Eh bien, Patricia, elle s'était adaptée. Elle savait toujours aller chercher le petit article qui lui permettrait de faire un article sur telle ou telle initiative, sur telle ou telle personne de Talence. Elle m'a beaucoup inspiré parmi ces gens qui justement font face à du quotidien, à ces cérémonies qui peuvent se reproduire chaque année, ces manifestations. Et elle le faisait toujours, avec beaucoup d'enthousiasme, et elle savait toujours prendre la petite photo, rassurer, s'inquiéter, prendre des nouvelles. Voilà. Elle était gentille, elle avait beaucoup d'humour. Patricia, j'ai le souvenir de grands débats sur les vraies origines du Pays Basque avec elle, débat qui, je crois, ne sera jamais clos. Et puis, c'était toujours tout simplement quelqu'un dont il était très enrichissant d'avoir la compagnie et d'échanger avec elle. Je voudrais bien évidemment qu'on fasse, et comme on l'a fait pour d'autres, qu'on ait une pensée pour son mari, Claude, un autre bénévole engagé du territoire, président de l'UST Athlétisme, à sa famille et à ses proches. Voilà, je voulais qu'on ait une petite pensée pour elle. Une grosse pensée même, pour elle. Ceci étant exposé, je vais vous donner, comme on a l'occasion souvent de le faire, je voulais vous donner quelques informations, mesdames, messieurs, mes chers collègues du conseil municipal, sur, il me semblait important, on va avoir tout à l'heure une délibération qui sera
présenter pour l'aspect économique et commerçant donc des aides que fait la ville. La ville n'est pas la seule puissance publique à aider le monde économique, loin s'en faut, mais il me paraissait important qu'on fasse un point ensemble lors de la délibération tout à l'heure sur les aides de la ville. Je voulais qu'on ait un point particulier, mais il n'y avait pas de délibération à l'ordre du jour à ce conseil, qu'on puisse parler d'un secteur qui a pris la crise un de plus, de plein fouet, c'est le secteur de la culture. Premier confiné, mais sûrement l'un des derniers confinés pour des raisons que l'on sait. Le monde culturel a été particulièrement impacté. La ville de Talence, de tout temps à jamais, a toujours accompagné les acteurs culturels dans la limite de ses moyens, bien évidemment, et elle a souhaité être aux côtés de ces acteurs. Je voudrais avoir une pensée et un remerciement très appuyé pour l'ensemble des agents du service culturel, de nos médiathèques, du Forum des arts et de la culture, et d'une façon générale à tous les acteurs associatifs qui œuvrent dans le monde de la culture, qui, en temps normal, mettent en place des actions de sensibilisation et de médiation. Cet élément si important de la médiation culturelle auprès de l'ensemble des habitants et puis bien évidemment spécifiquement auprès des jeunes, des plus jeunes, notamment dans nos écoles. Nous sommes convaincus que être artiste, c'est un vrai métier. Oui, c'est un vrai métier, être artiste. Et les professions liées à la médiation culturelle doivent être soutenues et nous allons le prouver, et nous le prouvons à Talence. Et je voudrais donner la parole à monsieur l'adjoint en charge de la culture, monsieur Vincent Bénard, qui va nous donner un petit peu plus de précision pour rentrer dans le concret de cette aide. Il n'y a pas de délibération, mais je trouvais intéressant qu'on en discute ce soir. Vincent, tu as la parole. Monsieur le maire, chers collègues, comme l'a rappelé monsieur le maire, cette crise sanitaire est aussi une crise culturelle. Il nous a semblé essentiel de soutenir ce secteur. Afin de limiter les pertes pour les compagnies, les associations ou les artistes, la mairie a souhaité reprogrammer tous les spectacles qui n'ont pas pu se tenir. Et si pour de diverses raisons la reprogrammation n'a pas été possible, alors une indemnisation à hauteur de 30% du coût de cession a été versée à la compagnie, permettant de rémunérer et de valoriser le travail produit. Ainsi, pour la saison 2020-2021, la ville a versé 840 € pour un spectacle qui n'a pas pu se tenir, car annulé 2 fois. Par ailleurs, elle a versé 38 676 € pour des prestations, spectacles, conférences, ateliers qui vont être reprogrammés à partir de juin 2021 et sur la saison 2021-2022. Concernant les festivals en plein air qui devaient se tenir en 2020, la ville les a reprogrammés en accord avec les collectifs et les compagnies. Talence a versé des indemnités correspondant à 50% du coût de cession, soit un total de 3 000 €. De plus, la ville a soutenu aussi la création artistique au travers de résidences d'artistes qui se sont tenues au forum, dans l'auditorium. Comme disait monsieur le maire, le service culturel et le forum des arts et de la culture ont mis en place des actions de sensibilisation et de médiation auprès des écoles de la ville. Les classes de CE1 au CM2 des écoles talençaises, Albert Camus, Maurice Ravel, Georges Lasserre, Paul Lapie, ont travaillé sur l'exposition « Je vois des animaux qui sortent des bois » du plasticien Olivier Spéciaux. L'éducation artistique et culturelle est une chance pour les écoliers talençais. Elle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. La ville sera attentive à la santé des associations culturelles, durement éprouvées, et ce sera à leur côté pour promouvoir leur formidable travail. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Évidemment, ce soutien, on voulait faire une photographie. Ça tombe bien quand on parle de la culture. Aujourd'hui, on sait que les conséquences de cette crise seront durables et que la ville continuera d'être aux côtés des acteurs du monde de la culture, encore une fois, à côté d'autres établissements et institutions publiques, de manière à ce qu'on puisse soutenir ce secteur qui a été durement éprouvé. Je vais maintenant demander à Madame la secrétaire de nous faire état de l'ordre du jour et de la première délibération, s'il vous plaît. Rapporteur, Monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 29 mars 2021. Ce compte-rendu appelle-t-il des remarques de forme, de fond? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Non, il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Décision municipale, information du Conseil. Y a-t-il des questions sur ces décisions municipales? Je n'en vois pas. Réhabilitation du groupe scolaire Paul Lapie, marché de maîtrise d'œuvre, avenant numéro 3. Alors bon, la délibération, même si elle est évidemment un petit peu technique, vous rappelle les différentes personnes, tout ce qui s'est passé avec les différents interlocuteurs qui se sont succédés, de vous dire que nous avions très récemment, donc c'est un projet qui est relativement ancien, puisque il a été conclu le 10 juillet 2017, donc ça fera bientôt 4 ans, qu'au fur et à mesure la procédure a été conduite de manière en fait à fixer d'abord l'enveloppe évidemment de provisionnelle des travaux et puis toute celle des personnes qui œuvrent autour. De vous dire que depuis début janvier 2020, donc, nous avions un avant-projet définitif établi à 5 540 000 €, je parle en toute taxe comprise, qui a été approuvé, que récemment nous avions passé un premier avenant de marché de maîtrise d'œuvre. Pourquoi des écarts? On en avait discuté, mais je pense que c'était intéressant de revenir dessus. Tout simplement, et notamment, que le diagnostic technique, et c'est malheureusement souvent le cas lorsqu'on est sur des réhabilitations, il en va des groupes scolaires en particulier, j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes-là sur la piscine, espérons-le, ce n'est pas tout à fait les mêmes montants. Et bien, tout simplement, par exemple, on a vu que la nature des sols n'était pas tout à fait celle qui était... que l'on attendait, et donc on a essayé de voir avec toute la diligence qu'on connaît à la ville et au service pour essayer de réglementer tout ça. On a un certain nombre de choses, et donc il vous est proposé en fait tout simplement de pouvoir adapter. Pourquoi cette délibération plus spécifiquement? D'abord les travaux supplémentaires d'aménagement de la cour maternelle, avec aussi des compléments de rémunération. Donc le montant de la troisième année, tout ça avec beaucoup de discours, mais pour un troisième avenant qui n'est que de 2 022 € hors taxe, soit 2 426 € TTC, donc avec le coût des maîtrises d'œuvre. Voilà, donc un peu de travaux et donc maîtrise d'œuvre associée dans le cadre de l'avis du projet, mais on reste dans quelque chose de raisonnable. J'aurais aussi salué le travail aussi de la commission d'appel d'offres qui à chaque fois voit tout ça de manière à ce qu'on puisse contrôler au fur et à mesure, parce que dans la vie de ces marchés-là, on ne se souvient plus entre le premier avenant et le dernier. Voilà. Madame Isabelle Ramy, vous avez la parole. Oui, mais bonjour à tous. Vous dire qu'on va voter pour, parce que c'est une délibération assez mécanique. Donc il n'y a pas de remarque à ça. Toutefois, on est sur plusieurs délibérations avec des augmentations de prix sur les travaux. On l'a souligné, je ne sais pas si je parle bien dans le micro, on l'a souligné à plusieurs fois. Vous avez parlé de la piscine. C'est vrai qu'il y a des risques de dépassement des budgets. Alors c'est une proposition qu'on vous fait, à savoir d'avoir une intelligence collective et d'essayer de co-travailler au niveau des CAO pour une meilleure maîtrise des appels d'offres, revoir les différents critères. C'est peut-être des sujets à travailler avant que les différents prix puissent s'envoler. C'était juste une remarque. Alors, on gagne toujours à avoir de l'intelligence collective, c'est certain. Moi, je crois que la commission d'appel d'offres, on a eu le cas, alors il n'est pas là ce soir puisque vous avez son pouvoir, Christian Bardin, on a discuté récemment d'une envolée de prix, mais non pas pour un avenant, mais tout simplement aussi on fait face à une augmentation très significative, par exemple des coûts des matériaux. Bon voilà, la crise a ceci de particulier. On a quand même rappelé que malgré tout ce qui se passe en plus ou en moins, aujourd'hui, le coût de la piscine est à peu de choses près. Exactement, on parle quand même de plus de 18 millions d'euros quand même, celui que l'on avait estimé au moment de la PD. Donc on n'a pas des coûts qui s'envolent, on a aussi des choses qui parfois peuvent s'annuler. J'ai envie de dire, là pour le coup, on est sur quelque chose qui ne pouvait pas être prévu, puisque par définition, on découvre au fur et à mesure quand on réhabilite ce qui se passe. Donc on a essayé on a toujours une enveloppe aussi qui est prévue pour ces coûts-là. On n'a pas changé notre besoin, simplement, là c'est la faute à pas de chance. Il y a aussi des choses qu'on pense qui ne sont pas réalisées. Donc moi je serais toujours preneur des propositions que vous pourriez faire pour appréhender le futur. Je crois vraiment que la commission d'appel d'offres, justement, ne doit pas être une commission d'enregistrement où on se contente d'écouter des discours techniques ou financiers. Pour moi, la commission d'appel d'offres, elle est préparée, elle a sa vie démocratique, elle est instituée. Pour moi, c'est vraiment typiquement là où on peut avoir
des vrais débats de fond. C'est le débat qu'on a eu par exemple sur le choix des matériaux qui peuvent amener après à influencer les appels d'offres suivants. Voilà. Donc moi je suis fermé à rien et tout ce qui pourra nous permettre d'économiser quelques subsides et tout simplement de faire mieux avec l'intelligence collective, ça sera toujours le bienvenu ici à Talence, aucun souci. Évidemment, l'adjoint aux finances vous dira que les économies ont déjà été intégrées, hein, mais il a des lignes secrètes, vous le savez, là de ça. Donc vous allez voter pour. Madame Kellier, vous votez pour également, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Rapporteur, Monsieur Gestin, adjoint délégué aux finances. Exonération partielle des droits de place pour les terrasses des cafés et restaurants en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Oui, mes chers collègues, il s'agit juste de reproduire ce que nous avons déjà fait en 2020 au profit des restaurateurs en mettant en place une exonération sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2021 du coût des droits de place pour les différentes terrasses. Manque à gagner pour la ville, hein, de l'ordre de 40 à 50 000 euros. Donc on va s'approcher tout doucement, je pense même qu'on les a dépassés, un coût Covid de l'ordre de 2 millions d'euros à peu près pour la ville. On était entre un peu plus d'1,5 million d'euros à l'heure où on parle, évidemment. Et donc je vous parlais tout à l'heure des différentes modalités de soutien. On vous les présentera dans le cadre de la délibération présentée par monsieur Hanotin avec ce qu'on peut faire. On travaille avec également ce que fait Mathieu Coldefi. Y a-t-il des demandes de parole sur cette exonération qui ira jusqu'au 30 septembre, ce qui devrait nous permettre d'être, je l'espère, tranquille. Pas de demande de parole. Pour à l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur, Monsieur Bénard, adjoint délégué à la culture, scène partenaire 2021, signature d'un avenant à la convention cadre de coopération publique avec l'IDAC 2017-2020. Mes chers collègues, il s'agit là d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant par rapport à une convention qui a été signée de 2017-2020 concernant le partenariat avec l'IDAC, l'agence culturelle de l'IDAC. Donc il s'agit de poursuivre les grands actes de partenariat culturel et artistique dans la perspective de la mise en commun de moyens au service d'une politique publique de la culture et de prévoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une nouvelle répartition financière du fait des annulations et des reports des spectacles. Y a-t-il demande de prise de parole là-dessus? Madame Ramy. Oui, c'était juste par rapport à l'avenant qui est joint, puisque la délibération nous dit qu'on vous habilite à signer l'avenant. Oui. Alors, on dit au début que c'est la séance du 12 décembre 2017 qui a signé l'avenant, et là, on a au début de l'avenant le 12 avril 2017. En fait, je ne comprends pas très bien l'avenant numéro 7 là, que l'on a signé. C'était par rapport à une convention qui était signée en 2017, en fait. C'est pour ça. Là, elle était signée, on dit le 12 avril 2017, et dans la délibération, on dit que c'est la séance du 12 décembre 2017. Ah, exact. Oui, exact. Est-ce que ce n'est pas une question de date de signature et de date de conseil municipal mais là, ça veut dire que vous l'avez signé en avril, alors que ça a été délibéré en décembre. Donc je me posais la question si c'était le bon document. J'anticipe, ou pas. en fait, de 6 mois. Vérifiera. Sans doute pas, oui. Écoutez, ce que je vous propose, ma chère collègue, c'est qu'on va regarder, si jamais on doit adapter la délibération vis-à-vis des dates, vous avez bien fait de nous le faire, on l'adaptera, si ça vous convient. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Médiathèque et bibliothèque de la ville de Talence, autorisation de désinfection et d'un don de livres à Recycle Livres. Donc les médiathèques et les bibliothèques de la ville de Talence sont régulièrement amenées, dans le cadre du suivi et du renouvellement des collections, à effectuer une opération appelée désherbage. Alors, rien à voir avec les espaces verts, il s'agit de tous les ouvrages qui n'ont plus d'utilité et qui jusqu'à présent étaient vendus lors d'un samedi matin, en fait, étaient vendus au Talencé. Or, avec la crise du Covid-19, on ne pouvait plus opérer à ces ventes de livres qui rapportaient pas grand-chose, en fait. Mais donc, on a décidé, exceptionnellement cette année, de faire un don à Recycle Livres, sachant que cette association, en fait, procède aux ventes de ces ouvrages et reverse les sommes gagnées à des associations caritatives. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il demande de prise de parole? Madame Grélard, vous avez la parole.
Merci, monsieur le maire. Je trouve dommage que ce don de livres n'ait pas été fait à une association d'insertion plus locale, puisque Recycle Livre est une association nationale, puisqu'elle a des sites sur Lille, Strasbourg, Nantes, d'autres villes, et Madrid d'ailleurs, même internationale. Or, nous avons sur la place métropolitaine et girondine une association d'insertion qui s'appelle le Livre Vert, qui est bien une association dans l'économie sociale et solidaire, qui en plus est agréée ESUS, c'est-à-dire entreprise solidaire d'utilité publique. Elle a sa chaîne logistique à Bordeaux. Les livres qui ne sont pas qui ne peuvent pas être remis éventuellement en vente, certains sont donnés à des écoles pour monter des bibliothèques de classe ou d'école. Les livres qui sont en très mauvais état sont recyclés vers une entreprise qui fabrique de la pâte à papier, entreprise elle-même adaptée. Elle milite et elle fait des actions dans les écoles pour sensibiliser au réemploi du papier. Voilà, je trouve dommage qu'on n'ait pas fait le choix du livre vert, et peut-être que l'on pourrait penser pour une prochaine action à plutôt faire ces dons vers cette association. Alors, cette association est faite aussi dans le livre vert, hein, puisque je les ai rencontrés dans un autre cadre. Et en plus, ils sont, alors je ne sais plus si c'est le cours de l'Argonne ou cours de la Somme, et ils ont une antenne donc, qui est sur Bordeaux. C'est vraiment du local. C'est une entreprise d'insertion qui travaille conjointement d'ailleurs avec une autre entreprise d'insertion qui s'appelle Remue Ménage, qui fait de la cologistique. Elle peut même venir chez les particuliers. Voilà, je trouve dommage qu'on s'adresse à Recycle Livre qui, elle, ne prend pas les livres usagés, ne prend pas les dictionnaires, ne prend pas les ouvrages d'art ou sur la cuisine, etc. Voilà, c'est un peu dommage. Écoutez, moi j'entends qu'on a un interlocuteur qui est local. Et qui ne recycle pas. Juste vous dire que elle travaille avec beaucoup d'autres municipalités, donc peut-être que ce que vous dites va irradier sur d'autres municipalités, puisque je vois que il y a Cestas, Saint-Médard-en-Jalles, etc. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se renseigne par rapport à ça et qu'on essaie de voir effectivement les modalités, si jamais on peut faire différemment l'année prochaine. Donc voilà, de manière à ce qu'on puisse effectivement voir et comparer les deux solutions et voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Monsieur Delu. Oui, bonjour, chers et chers collègues, monsieur le maire. Il y a juste une question qui se pose à la lecture tant de la délibération que de la convention associée. C'est que donc Recycle Livre ne prend pas les dictionnaires, les manuels scolaires, les livres de type club, les revues, les journaux, les magazines, etc. Mais je n'ai pas du coup trouvé ce que nous allons faire de ce type de documents, s'il y en a, évidemment, destinés à être désherbés. Est-ce qu'on va les stocker jusqu'à l'année prochaine ou qu'est-ce qui est prévu? Parce que du coup, on ne sait pas. Donc là, il est prévu de les stocker et de voir l'an prochain ce qu'on fera exactement du reste de ces ouvrages. Là, il y en a 5032, je sais pas, dont on avait la liste même éventuellement. Donc comme ça, on pourra mélanger les deux solutions en une et jouer sur l'intelligence collective dont on parlait tout à l'heure. Parfait. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Merci mes chers collègues. Rapporteur Monsieur Giron, adjoint délégué à la santé, à l'économie sociale et solidaire, à l'aide aux soignants. Composition d'un groupe de travail santé, désignation. Alors les soignants peuvent avoir besoin d'aide, mais en l'occurrence c'est aux aidants. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, vous le savez, la crise du Covid, et en 2019, dans notre programme, nous avions déjà, pas comme un mauvais signe prémonitoire, mais plutôt comme une tendance de fond des collectivités inscrit notre souhait de proposer un poste de référent santé dans les services de la mairie.
Donc une tendance de fond des collectivités à agir dans ce domaine, et puis que le Covid a montré comme, de façon aiguë comme quelque chose de très utile. Et un peu comme M. Jourdain fait de la prose, nous faisions de la santé, ou en tout cas des politiques de sollicitude telles que portées par le CCAS depuis de nombreuses années. Et sa réactivité, sa capacité à agir à proximité des plus nécessiteux pendant cette crise que nous avons vécue nous a montré la nécessité d'aller plus loin, de prendre en compte cette expérience aussi, mais aussi au sein de ce territoire talancé très doté en institutions médicales et en profession libérale, de se positionner comme un partenaire et agir de cette façon. Alors, l'objectif de ce groupe de travail est de travailler par définition, pendant 12 à 18 mois à cette feuille de route que pourrait être le poste de référent santé. C'est pourquoi je soumets à vos voix cette proposition. Y a-t-il demande de prise de parole avant qu'on parle des noms? Madame Kelly. Oui, bonjour. J'entends quelques éléments supplémentaires par rapport à la délibération telle qu'elle était écrite, mais c'est vrai que j'ai été quand même assez déconcertée par cette délibération. Parce que, voilà, on sort du chapeau un référent santé locale. Donc moi, ma question, c'est sur quels éléments on se base pour décider de la nécessité d'un tel référent. Donc je ne pense pas que ce soit le Covid, puisque c'était écrit dans votre programme. Mais donc, est-ce qu'il y a des éléments qui étayent, que je n'ai pas vérifié, le programme, mais bon, je l'entends. Est-ce qu'il y a des éléments qui étayent ce besoin? Et vous écrivez que ce référent aurait pour objectif d'améliorer le maillage de la ville en matière de santé. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que est-ce que ça consiste à enrichir l'offre de soins, sa quantité, sa diversité, mais Talence n'est pas un désert médical. Et si c'est ça, ça n'a pas vraiment de sens de raisonner sur un territoire communal en la matière, parce qu'on ne se soigne pas sur le territoire communal. Donc, ça, je ne comprends pas. Est-ce qu'il s'agit de mieux coordonner l'offre existante pour favoriser la logique de parcours de soins, comme on dit dans tous les discours politiques de santé? Mais ça, c'est une mission de l'ARS. Est-ce que vous avez alerté l'ARS si vous trouvez qu'il y a des lacunes sur ce sujet à Talence? Et si vous créez ce poste, quel profil pressentez-vous? Est-ce que ce sera un professionnel de terrain, un cadre? Serait-il à temps plein? Et où dans l'organigramme? Enfin bref, je me pose beaucoup de questions. Et si je comprends bien, au final, quand je lis cette délibération, je me dis, vous décidez d'un nouveau poste et ensuite vous demandez à un groupe de travail de l'habiller, c'est-à-dire de définir la fiche de poste. Or, de manière récurrente en France, vous savez comme moi qu'il y a un débat sur l'inflation des effectifs dans les collectivités territoriales, et ce genre d'initiative, telle que présentée, ne fait que conforter les doutes des citoyennes et des citoyens sur la pertinence de cette inflation. Donc vous l'aurez compris, je réprouve la démarche telle qu'elle est présentée, qui s'apparente, en lisant simplement la délibération, à la création d'un poste de complaisance. Je vais demander à M. Giron de vous répondre sur le fond, parce que je dois vous avouer, ma chère collègue, que je vous ai senti plus inspiré sur la forme. Vraiment, je serais tenté de vous répondre que l'un des faits qui justifie ça, ça s'appelle le fait majoritaire. Et quand on est élu sur un programme qui prévoit la création d'un poste de référent santé, que les gens nous font confiance à 53%, ce qui vous en conviendrait est un petit peu plus que ce que vous avez réuni comme suffrage, eh bien, on applique ce programme. Et je voudrais vraiment vous inviter, vraiment, complaisance, alors qu'on est et on sort d'une crise qu'on n'a jamais connue d'un point de vue sanitaire, et vous avez raison, ce poste était prévu avant la crise sanitaire, puisque nous avons établi le programme avant la crise. Je note qu'il faudra que certains documents ne soient pas recyclés, puisqu'ils servent à chaque conseil municipal. Poste de complaisance, je ne peux que réfuter ça. Il n'a jamais été question de moindre poste de complaisance dans cette collectivité,
Et je vous rappelle que toute personne qui travaille dans cette collectivité, contractuelle ou fonctionnaire, fait l'objet d'une sélection et avec des jurys dont moi je salue le travail. Voilà. Donc moi je crois que je suis un peu surpris, mais on va vous répondre encore une fois sur le fond. Si jamais on décide de créer quelque chose, vous allez nous dire que ça manque de concertation. On vous propose d'intégrer un groupe de travail dans lequel, je vous le rappelle, la représentation de l'opposition est plus importante que ce que nous autorise la loi, ce qu'on a toujours dit, pour réfléchir ensemble. Et par définition, la crise a ouvert des possibilités qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 2 ans, pour réfléchir ensemble et vous réprouver le principe. Vous consulter, ça ne va pas. Ne pas vous consulter, ça ne va pas non plus. Je vous avouerai que je ne sais plus comment vous contenter, mais peut-être est-ce là une posture d'opposition. Je la respecte. Madame Ramy. Oui, vous avez demandé la parole? Ah pardon, oui, oui. Allons-y. Oui, alors effectivement, nous allons participer à ce groupe de travail, car il nous semblait important de co-construire, d'utiliser l'intelligence collective pour justement poser les bases de toute cette réflexion. Effectivement, il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Christine en a posé. On a forcément les mêmes questions aussi. Comment on va intégrer ce groupe de santé? Qu'est-ce qu'on va lui donner à faire? Donc, ça nous paraissait important d'y être au démarrage. Par contre, j'ai une petite remarque concernant l'intégration des citoyens. La dernière phrase nous chagrine un petit peu. Il me semble que dans ce groupe de travail qui devrait partir collectivement et travailler ensemble, il est écrit que la désignation des 3 membres de la société civile se fera à l'issue d'un appel à candidature dont les résultats seront présentés au groupe de travail. Moi, je vous demande s'il est possible de travailler collectivement à cet appel à candidature et que l'on puisse, tous ensemble, identifier les 3 personnes qui pourront participer à ce groupe de travail. Pas qu'on soit, dès la première réunion, une chambre d'enregistrement des 3 citoyens. Parce que vous n'avez jamais été dans un groupe de travail à Talence. Mais Monsieur Giron va vous répondre. Jamais. Je vais peut-être pas répondre sur la forme du procès d'intention, Madame Kellier. Ça serait caduc d'entrée. Sur notre rapport à l'ARS, évidemment, il faut travailler main dans la main avec les institutions, comme je l'ai évoqué. Sur le programme, je ne peux que vous y renvoyer, peut-être aussi, effectivement, comme a fait Monsieur le maire, aux résultats. Sur le fait que nous ne nous soignons pas à Talence, c'est parfaitement faux. On s'y soigne, et puis on s'y soigne bien, et il faut que ça continue. Sur ce que vous appelez le maillage, alors ça dépend de l'acception du terme maillage. Je sais que vous êtes précise. On peut considérer un maillage comme un simple entrelac d'institutions ou de professionnels, et puis on peut aussi penser le maillage dans sa fonction d'activation de ces parties prenantes. On va prendre l'acception la plus large, comme ce groupe de travail doit travailler de façon la plus ouverte possible. Voilà, je fais des courtes réponses à vos questions parfois un petit peu ambiguës. Je répondrai à d'autres si vous le souhaitez, évidemment. Quant aux remarques de Madame Ramy, évidemment, y être au démarrage et y être à la fin, je l'espère. En tout cas, je ferai tout pour. On avait évoqué la méthode, elle se veut très ouverte, avec des parties prenantes qui doivent l'être dès le départ. S'agissant de la désignation, évidemment, on peut discuter des modalités, de l'objectif, et nous en avions parlé plusieurs fois déjà, c'est que vous soyez pleinement associés du début jusqu'à la fin au process. C'est tout l'avantage du groupe de travail, puisqu'il est souple. Monsieur Casabonne. Merci. Oui, par rapport à je ne sais plus qui a prononcé la phrase de savoir s'il y avait eu un contact avec l'ARS ou pas. J'allais dire moi à l'inverse, je pense qu'une des missions que pourrait avoir le référent santé, entouré de certaines personnalités, c'est de voir aussi quel peut être le fonctionnement de l'ARS ou les dysfonctionnements. On a vécu avec cette crise de la Covid le capharnaüm des administrations françaises, avec leur capacité à ne pas réagir immédiatement et à s'embourber dans des règlements, des normes de signature, enfin tout ce qui fait
le merveilleux de l'administration française dans les cas de crise. Et je pense que ça pourrait être utile de demander à ce référent, avec les personnes qui sont autour, de voir justement comment fonctionnent les administrations d'État, je les appelle comme ça, comme les ARS ou les ADEME, enfin tout ce qui peut être mis en place par le gouvernement, les gouvernements. Ce n'est pas une cible politique sur le gouvernement actuel, c'est les gouvernements en général, de manière à essayer d'améliorer le fonctionnement de ces structures. Parce qu'on se rend compte que ces structures sont quelquefois des États dans l'État, qui ne rendent même pas compte au préfet. La préfète nous a souvent dit ces agences, je n'ai aucun pouvoir dessus. Et on arrive à faire en sorte que, eh bien, il y a des structures qui fonctionnent en dehors de tout. Voilà. Donc ça peut être utile de confier à cette personnalité et ceux qui travaillent avec une étude, une vision, savoir ce qui pourrait être amélioré, surtout peut-être allégé dans les structures, parce qu'on en a bien besoin. Et là, ça permettrait aussi peut-être de diminuer le nombre de fonctionnaires, savoir s'ils sont tous utiles dans ces structures. Merci, monsieur le sénateur. Madame Kelly, vous avez redemandé la parole. Vous l'avez. Oui, je suis désolée que vous preniez ça comme un procès d'intention. J'ai bien dit, et je le répète, que telle qu'était présentée la délibération, ça évoquait ça. J'y suis pour rien. Vous auriez pu expliquer pourquoi vous proposiez un référent local de santé. Ensuite, quand vous dites, monsieur le maire, que je ne suis jamais contente, peut-être, je suis désolée, mais moi, j'ai découvert cette délibération, cette proposition, alors parce que je n'ai pas votre programme sur ma table de chevet, sans doute, mais j'ai découvert cette proposition dans le dossier qui m'a été envoyé mardi soir. Je n'ai jamais été contactée auparavant. Et donc, je découvre qu'il y a eu des échanges avec le groupe de talents sans transition, tant mieux. Mais moi, je découvre, je n'ai que cet élément pour penser. Et donc, voilà, je vous dis mon sentiment. Et mon sentiment, c'est que dans la démarche, ça ne va pas. On commence par faire un groupe de travail, on réfléchit, et ensuite, on repose la question de la pertinence d'un référent santé. C'est comme ça qu'on doit travailler pour moi. Et là, c'est une question de démarche, on l'a plusieurs fois évoqué. On n'est pas d'accord sur la démarche, donc là, ça se vérifie. Je ne me serais jamais permis, madame chère collègue, de vous dire que vous n'étiez jamais contente. C'est d'abord parce que je vous ai dit. Et puis, ce n'est pas parce que vous avez votre méthode de travail que tout le monde est censé s'y plier. Je ne vais vraiment pas vous demander d'avoir le programme sur votre table de chevet, vraiment. Et puis, dans le programme, il y avait quelques lignes. Ça ne saurait à lui seul résumer tout ce qui va être là-dessus. Vraiment, hein, j'essaie de vous suivre. Mais j'essaie de me dire, on a dit qu'on faisait un poste de référent santé il y a 1 an et demi, pas de Covid, avec une activité nominale. On met en œuvre un groupe de travail justement pour se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'il advient? Quelles sont les responsabilités? Comment on arrive à faire? C'est ça l'essence même d'un groupe de travail. Sinon, la majorité et l'adjoint va dire c'est comme si une fiche de poste, on le recrute et vous nous auriez dit on aurait pu en parler ensemble. Donc, je ne vois pas ce qui est de plus aujourd'hui pertinent que justement de réfléchir ensemble, de mettre en œuvre, Isabelle Ramy l'a bien dit, cette intelligence collective, justement, pour essayer d'affiner et de se poser une question. Entre ce qui a été proposé il y a 1 an et demi au Talent 16 et au Talent C et la situation qu'on connaît aujourd'hui, et celle qu'on connaîtra peut-être dans 1 an, on le sait, c'est évolutif, mettons-nous autour d'une table et parlons-en. Ce que je réprouve, ma chère collègue, c'est quand on commence à utiliser des termes des postes de complaisance qui mettent à distance l'élu, etc. Il y a cette petite musique, moi, que je combattrai toujours, parce que la probité dans l'action publique et celle dans le talent, j'en suis le garant. Et vous avez parfaitement le droit de poser les questions qui vous semblent pertinentes, vous avez parfaitement le droit de vous y opposer, mais en tout cas, pas de mettre en cause la probité des gens qui sont recrutés ou les modalités qui y mèneront. Voilà ce que je voulais juste vous dire. Et je m'étonne juste de ce propos-là, mais il vous appartient et c'est votre entière liberté. Monsieur Bimboire, et après on va clôturer avec les noms. Alors, le micro va vous arriver, monsieur Bimboire. Juste derrière vous. Voilà. Monsieur le maire, chers collègues, sans effectivement, comme vous venez de le dire, parler de la probité de ce qui a été dit, je voudrais juste soulever quand même le fait que s'il y a bien quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine expertise de par ses qualités et de par son métier, c'est bien quand même Madame Kellier. Donc je pense que les remarques qui ont été faites sur le fond seront débattues dans le groupe de travail sûrement, mais je pense quand même qu'elle est quand même assez compétente en espèces et sur le sujet, je crois.
Je ne réprouve aucune des qualités de Madame Kellier, que je connais d'ailleurs assez peu, pas les qualités, mais Madame Kellier, juste pour dire qu'il n'y a pas de poste de complaisance à Talence. Basta. Voilà ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Et ça, c'est une qualité que je ne reconnais qu'aux électeurs qui font ou font pas confiance à telle ou telle liste et qui sont chargés justement à façon régulière de donner leur accord ou pas sur la politique qui est conduite. Mais ça n'enlève rien à la qualité des personnes qui sont présentes autour de cette table. Donc, Madame Rami, alors d'abord les noms. Les élus qui avaient été identifiés, donc c'est 7 pour la majorité, donc 3 de l'opposition. Pour la majorité, j'ai les noms de Madame Madrid, Chabat, Monsieur Herchouk, Monsieur Giron, Madame Fabrota-Bourin, Monsieur Larose et Madame Thomas Pitot. Et pour l'opposition, donc... Alors oui, on avait 2 noms, puisque j'étais quasiment persuadée que la démarche identique sur la consultation avec l'opposition avait été faite avec Christine. Donc on avait 2 noms, pensant que le 3e nom était pour Christine. Donc vu qu'elle a voté contre, j'imagine... Elle n'a pas encore voté. Vous ne voulez Non, absolument t'as pas faire dit- partie du non. groupe de travail, Madame Kelly. En l'état, non. Très bien. Donc je vais donner 3 noms. Je vous donne 5 minutes, enfin 5 minutes. On peut vous donner le temps de la réflexion. Alors, Tout simplement, les noms, c'est pour ça qu'on fait des délibérations. Vous avez tous et toutes reçu la même chose avec 7 de la majorité, 3 de l'opposition. Oui. On Donc, peut on penser, en avait- on dans en votre grande avait, mansuétude, que 2 pour 1 était un bon ratio. Donc Madame Kelly a eu les mêmes informations, même si après il peut y avoir des échanges plus précis Alors, sur différentes choses. sur les 3 noms, il y aura Denise Grélard-Nedelec, il y aura moi-même, et on avait Christian Bardin qui avait dit si jamais Christine ne veut pas y aller, on peut. Il avait On y intuité. va, voilà. Donc il y aura Christian Bardin aussi. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Donc Madame Kelly vote contre, si j'ai bien compris, et pour à la majorité du reste. Merci beaucoup. Rapporteur moi-même, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Première délibération, création de postes au tableau des effectifs. Donc, suite aux décisions de nomination pour l'année 2021, il a été nécessaire de procéder à la création de postes au tableau des effectifs pour certains grades que nous n'avions pas jusqu'alors au sein de la collectivité. Sur 5 nominations dans la filière administrative, il y avait 3 postes disponibles au tableau, d'où la création de 2 postes. Et sur la filière technique, pour technicien, il y avait un poste disponible au tableau, d'où la création d'un poste. Et d'adjoint technique principal, il y a eu 10 nominations, 4 postes étaient disponibles au sein de nos effectifs, d'où la création de 6 postes. Merci. Y a-t-il des demandes de précision, des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. À l'unanimité, je vous remercie. Recrutement sur un emploi fonctionnel d'un directeur général adjoint en charge du pôle de la ville attractive et dynamique. Alors, comme cela a été indiqué dans la délibération, il y a eu un redéploiement des moyens et des missions qui a été opéré par ce nouveau mandat municipal avec cette création de pôle ville attractive et dynamique. Nous avons procédé au recrutement du directeur général adjoint. Et donc, je vous propose sa validation. À titre d'information complémentaire, il s'agit d'un agent déjà au sein de notre collectivité. C'est donc une promotion interne. Choisi par un jury indépendant et dont la probité Ça me n'égale semblait que la évident. qualité. Évident. Et je voudrais féliciter, on ne donne pas les noms, mais sur un directeur général adjoint, vous le verrez dans l'organigramme, monsieur Joris Chéroux, qui donc était directeur Jeunesse et Sport et qui devient donc directeur général adjoint de l'ensemble des pôles, donc effectivement qui regroupe la partie culturelle, la partie ville économique et durable et donc la direction dont il a la charge. Il a commencé ses fonctions, il le commence avec le vote aujourd'hui, premier jour du mois de mai. Premier jour ouvré. Y a-t-il des demandes de questions? Non, je n'en vois pas. Des votes, monsieur Délu? Oui, mais de fait, vous avez répondu à la question. Je voulais juste souligner, alors je sais que c'est la mode dans les collectivités, mais demander pourquoi est-ce que le choix avait été fait de recruter un contractuel. Donc, vous avez quand même partiellement répondu à la question. Alors c'est quelqu'un qui est en... voir si vous précisez ou pas. J'aime vos questions innocentes, mon cher collègue. Joris Chéroux, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis plus d'une dizaine d'années à la collectivité, donc qui est CDI. Donc voilà.
Le poste a été ouvert avec toutes les précautions d'usage dans l'ensemble des supports de recrutement de l'emploi territorial. Plusieurs personnes ont passé l'entretien. À la fin, nous avions et des contractuels et des fonctionnaires, en l'occurrence des titulaires, et que comme il est de tradition ici, bien nous avons pris le choix qui nous paraissait le plus pertinent pour la collectivité. Vous dire quand même que sur un poste comme ça, il y avait pas moins il y avait quelques élus qui étaient autour de la table, ainsi que l'équipe de direction, parce que je pense que c'est important aussi que l'équipe de direction qui va travailler avec cette personne-là directement ait un avis certes consultatif, mais peut-être plus appuyé que sur d'autres catégories. Et donc, je me base avant tout, et on se base avant tout sur la compétence. Demain, encore une fois, les règles, je les connais. La base, c'est le fonctionnariat, mais que quand on a des candidats de valeur qui sont contractuels, on ne peut pas les écarter à ce seul motif-là. Et donc, il est évident que, par contre, on s'assure que tout le monde ait les mêmes chances de départ, et en l'occurrence de ce choix qui s'est fait auprès de Joris. Voilà. Que je félicite, une nouvelle fois, en votre nom. Il n'y a pas de vote contre ou d'abstention. Madame Ramy. On va s'abstenir. L'ensemble du groupe? Oui. Très bien. Très bien. Vous souhaitez dire pourquoi? Non, pas forcément. On s'abstient. Les choses ont été faites. Très bien. Voilà. Madame Kellier. Pour. Merci. Remplacement et rémunération du poste de gestionnaire marché public à procédure formalisée. Comme il est indiqué dans le titre de la délibération, il s'agit d'un remplacement suite à une mutation d'un agent titulaire du poste de gestionnaire de marché public. De saluer, on ne va pas citer les noms à chaque fois, mais celles qui nous quittent vers d'autres collectivités, justement, mutées. Et donc, on vous propose de la remplacer de cet agent, voilà, à qui je souhaite bon vent dans son autre collectivité. Dans un poste important. Tous les postes sont importants, mais avec beaucoup de marché. Y a-t-il des demandes de prise de parole, Madame Ramy? Non, vous avez pas. Non, je pensais que vous appuyez sur le buzzer. Non, Madame, pas de demande de prise de parole. Les votes. Pour. Madame Kellier. Pour à l'unanimité. Merci. Rapporteur Madame Ludlow, conseillère municipale déléguée à la politique de réduction des déchets, programme de Talent Zéro Plastique. Bonjour mes chers collègues. Donc le plastique est entré dans nos vies il y a à peu près un siècle. Il a été après-guerre une solution pour répondre aux besoins qui émergeaient. Comme chaque solution, elle a des limites et nous voyons depuis des décennies les conséquences néfastes. En 1997, nous découvrions un nouveau continent dans le Pacifique Nord, le 7e. Pas de ceux que nous pouvons fouler de nos pieds ou explorer, mais un amas de déchets plastiques qui se désagrègent, dont la taille dépasse désormais la taille de la France. Le plastique représente ainsi 95% des déchets retrouvés sur les plages de la côte atlantique. Les communes sont des acteurs clés pour l'agir localement. À ce titre, Talence initie une nouvelle démarche éco-responsable avec un programme Talence Zéro Plastique auprès des élus, des agents, des partenaires pour multiplier les gestes éco-responsables en vue de supprimer l'usage des plastiques à usage unique. À ce titre, je vous demande d'acter de l'engagement du programme Talence Zéro Plastique décliné sous forme d'un calendrier d'action et du suivi d'indicateurs d'une durée de 2 ans, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer toutes les pièces consécutives à la mise en œuvre du programme Talence Zéro Plastique. Merci. Merci ma chère collègue. Je vais refaire à l'état, décidément il sera beaucoup question de l'intelligence collective. C'est un plan qui se veut pragmatique, avec des vrais objectifs et pas simplement des éléments vaporeux ou philosophiques, avec des vrais indicateurs qui vont être contraignants pour la municipalité, mais aussi pour ses partenaires, puisque par définition, des associations avec lesquelles on travaille, on leur demandera de s'appliquer les mêmes règles. Féliciter Madame Ludlow pour ce travail accompli qui était présent dans le programme. Vous le verrez en bas à droite, c'est marqué zéro plastique. Et donc elle vient déployer là-dessus, je le redis, on ne sait jamais, ça fait du bien aussi de le redire. Et vous invitez aussi à contribuer à ce plan, une action. Il y aura peut-être d'autres actions qui pourront être mises en œuvre avec un calendrier associé. Je pense que ce qui est surtout important, c'est de conserver cette philosophie, c'est-à-dire avoir ce but, ce cap,
qui aussi s'appuie sur des normes nationales qui vont être de plus en plus contraignantes, et heureusement. Et donc que l'on puisse après continuer le travail collectif de manière à pouvoir avoir cette base de départ et puis continuer à rajouter des étages sur la fusée avec Thomas Pesquet qui est en haut. C'est de circonstance. Madame Ramy, vous avez la parole. Alors, j'ai déjà en partie la réponse, puisque tel que la délibération est présentée, on ne parlait pas d'indicateurs de suivi ou de méthodos. Donc, vous avez dit qu'il y a des indicateurs de suivi que l'on ne voit pas dans la délibération, là. Enfin, moi, je ne les ai pas vus, ou j'ai raté un truc. Ils n'y sont pas. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse avoir ces indicateurs de suivi et voir la méthodologie, voir comment ça évolue, et puis effectivement, voir s'il faut rectifier le tir, étendre la communication, ou aller un petit peu plus loin, effectivement, aller step by step. Madame Hulot, vous avez la parole. Merci. Effectivement, ces indicateurs sont aujourd'hui essentiels pour savoir d'où on part et où on arrive, et on aura le plaisir de revenir vers vous avec les chiffres en temps donné. Je vais vous donner quelques exemples, ma chère collègue. Par exemple, le ratio d'agents bénéficiaires de gourdes, puisqu'on va là-dessus, mug ou fontaine à eau, le nombre d'agents sensibilisés à ces gestes du quotidien, c'est la mission Ville exemplaire que l'on a confiée à donc un cadre de cette collectivité, ceux qui déclarent consommer l'eau du robinet, et par exemple le volume de mégots récoltés en poids et le volume des plastiques récoltés, par exemple, seront autant d'indicateurs. De toute façon, je ne connais pas de plan contraignant qui n'ait pas d'indicateur, sinon c'est un plan philosophique et ça n'a pas d'intérêt. Donc effectivement, on aura ça. Et puis je pense que quand on parle d'intelligence collective, je pense qu'il faudra aussi être intelligent sur les indicateurs, nous permettant justement d'essayer de se dire est-ce qu'on est bon là-dedans. Et puis une fois qu'on a essayé et qu'on s'est rapproché de l'objectif ou qu'on l'a dépassé, peut-être en trouver d'autres, sans tomber dans le punitif évidemment, et qu'on essaie d'être dans l'accompagnant et dans le positif. Voilà, quelques indicateurs que je voulais vous demander, que je voulais vous donner, mais qui sont ce qu'a commencé à travailler Jenny, mais qui vont être continués là-dessus. Et puis je vous laisse la porte ouverte, on vous laisse la porte ouverte pour continuer à contribuer à ça. Je pense qu'en la matière, il n'y a que des bonnes idées à prendre partout. Voilà. Madame Kelly. Alors moi, je me réjouis de cette initiative que je soutiendrai bien volontiers, parce qu'il y a effectivement un enjeu environnemental et de santé publique crucial autour du plastique. J'ai quelques interrogations parce que dans la délibération, vous citez en interne, il s'agit d'interdire l'utilisation du plastique à usage unique comme les bâtonnets de ballon gonflables, les emballages de fast-food, les pailles, les pics à steak, etc. Mais ça, il me semble que c'est déjà dans la loi appliquée au 1er janvier 2021. Donc, je ne vois pas pourquoi on recite ça, puisque c'est la loi. Ça ne fait pas partie d'un programme si c'est déjà dans la loi. Parce que même si nul n'est censé ignorer la loi, rappeler un certain nombre de choses qui s'appliquent pour certains depuis le 1er janvier, dans une loi qui est toute neuve, ça n'en fait pas un élément supplémentaire. On peut aller plus loin que les éléments de la loi, par exemple sur le calendrier, mais c'est bon de rappeler un certain nombre de choses. Il y a tout un tas de choses qu'on rappelle dans les délibérations qui sont en général superflues, mais qui permettent l'analyse. Donc il ne s'agit pas de faire plus royaliste que le roi, surtout en démocratie, mais c'est de rappeler quelques éléments qui, vous en conviendrez, sont relativement récents quand même, donc qui sont portés à la connaissance du public de façon relativement récente. Donc c'est bon de le rappeler aussi. Oh, oui, mais bon, votre programme, je trouve qu'il gagnerait en fait à se focaliser sur ce que vous apportez en plus de la loi qui existe déjà. Et dans le même ordre d'idée, à mon avis, c'est à rectifier, mais c'est comme vous voulez. Dans le diaporama, il est écrit bannir des achats publics tous les PPUU interdits par la loi. Heureusement. Vous imaginez qu'on ne bannisse pas les choses qui sont interdites par la loi? Je ne comprends pas. Alors, en fait, il y a juste des petits problèmes de forme. Je vais jusqu'au bout, j'en ai pas pour très longtemps. Il y a ces petites choses-là qu'il faudrait, à mon avis, rectifier parce que la loi existe déjà. Il y a déjà des choses qui sont applicables au 1er janvier 2021. Donc, ça n'a rien de particulier. Vous pouvez rappeler la loi, c'est sûr, mais explicitement. Et d'autre part, il manque un calendrier. Et le calendrier, il manque cruellement dans l'engagement que vous proposez aux associations et partenaires, parce qu'en fait, vous leur demandez de s'engager, mais on ne sait pas à partir de quand. Donc, il faudrait quand même une date d'effet
À partir de quand est-ce qu'ils doivent s'engager? Donc je sais que c'est pendant 2 ans, mais à partir de quand? Sur quels critères? Avec les indicateurs donc, qui pour l'instant ne figurent pas. Et dernière chose, c'est le programme donc, prévoit d'améliorer le taux de collecte des mégots. C'était une question de curiosité. Je voulais savoir si vous aviez déjà des dispositifs particuliers pour collecter les mégots. Si nous avons des dispositifs, nous sommes ville. Je vais passer la parole à Sophie Rondeau, peut-être pour compléter, ou Oui. Jenny là-dessus. Nous avons, je vous le rappelle, dans le cadre du budget participatif, installé notamment un certain nombre de cendriers spécifiques aux mégots. Vous en avez en centre-ville, vous en avez dans d'autres quartiers, cendriers qui sont mis en place, en œuvre avec l'appui des conseils communaux. Donc on a des éléments spécifiques. Il y a même, j'essaie de ne pas trouver l'anglicisme, sinon on risque de me faire rectifier par notre sénateur, des nudges, si j'ai bien suivi. Mais Jenny me pardonnera un anglicisme. Je pense que si Jenny ne me pardonne pas l'anglicisme, je ne peux rien faire. Des nudges, c'est-à-dire aussi s'intéresser sur les façons positives, avec beaucoup d'humour pour aboutir au résultat précité. Mais Jenny, tu peux compléter. Puis Sophie Rondeau aussi, à qui on peut peut-être passer le micro. Il y a effectivement ces actions qui ont déjà été mises en place, plus des opérations de nettoyage qui ont été en parallèle utilisées pour ramasser entre autres les mégas. Aujourd'hui, toutes ces actions visent à être améliorées, étendues et renforcées. Au niveau de ce que vous disiez au niveau de la loi, oui, la loi existe et il est notre devoir de la rappeler, de l'appliquer progressivement et de la mettre en œuvre dans la vie quotidienne des agents, des élus, des partenaires. Et c'est en ça que vise ce plan. Madame Rondeau, pour conclure. Oui, bonsoir à tous. Je voulais juste effectivement compléter. Donc, on parle d'indicateurs depuis tout à l'heure. Et donc, effectivement, on est en train de travailler dans le cadre notamment de la mairie exemplaire sur la feuille de route transition écologique de la ville qui va mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Donc on travaille avec l'ensemble des services par exemple pour le zéro plastique, un des indicateurs c'est aussi les achats. Je voulais aussi compléter effectivement, comme vous le dites, il y a la loi, il y a la réglementation. Donc effectivement, depuis le 1er janvier, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. Néanmoins, elles sont interdites pour la collectivité. Et l'objectif du plan, c'est aussi de poser les bases pour tout le monde, que ce soit clair, afin que ça puisse être repris derrière. Donc vous l'avez cité, vous l'avez vu, avec des partenaires comme les associations. En termes d'échéance, vous savez que malheureusement, le travail avec les associations a été un petit peu compliqué cette année. L'objectif étant de travailler avec Madame Salé pour les subventions, la mise en place des subventions l'année prochaine ou la location des salles. C'est quelque chose qui a travaillé avec les associations progressivement parce que ils ont déjà eu des contraintes très très fortes cette année. Mais voilà, l'objectif, c'est bien sûr de développer les choses dans ce sens-là. Monsieur le sénateur, et après Monsieur Délu. Merci. Non, juste une petite remarque, parce que vous avez dit fort justement, quand la loi existe, il faut l'appliquer. Le problème, c'est que nous avons près de 9000 lois et 520 000 règlements, arrêtés, décrets, circulaires qui s'appliquent. Et nul doute que chacun d'entre vous connaît l'ensemble de ces dispositifs. Pourquoi je dis ça en plaisantant? Parce que jusqu'il y a peu de temps, parce que je crois que s'il y a 1 an ou 1 an et demi que ça a été supprimé, il existait une loi de 1934 qui aurait mis pas mal de vous en infraction, c'est-à-dire qui interdisait le port du pantalon aux femmes en dehors des périodes de carnaval. Il faut savoir qu'elle a été annulée juste il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai, quand une loi existe, il faut l'appliquer. Et je voyais beaucoup de personnes en pantalon, je n'ai rien contre, mais sachez qu'il existait une loi qui était toujours en explication. Et c'est pour ça qu'il est bon parfois aussi de dépoussiérer. Alors le plastique, moi je suis pour, n'oubliez pas quand même que maintenant, parce que la différence entre le plastique et le verre, c'est que l'un était recyclable à l'infini, c'était le verre, alors que le plastique n'était pas, et c'est ce qui a amené ce 7e continent, auquel commencent à s'attaquer d'ailleurs des sociétés, notamment 2 françaises, extrêmement performantes,
et qui recycle le plastique, tous les plastiques, pour en faire d'ailleurs du fil à fabriquer des vêtements et des choses comme ça. Donc c'est intéressant, je crois qu'il faut aller là, mais n'oubliez pas non plus que maintenant c'est devenu aussi une industrie qui va être, je pense, performante et qui va aussi peut-être créer des emplois dans la mesure où on peut supprimer ou éviter ce qui était une catastrophe, effectivement, ces déchets rejetés à l'océan. Voilà, juste pour faire un parallèle entre le verre et le plastique. Maintenant, ça va être recyclable. Et le plastique qui est facile à éliminer, c'est celui de cigarette, puisque la cigarette qu'on ne produit pas ne provoque pas de déchets. Donc là, je m'adresse en particulier à tous les fumeurs. C'est comme l'électricité, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Les cigarettes les plus faciles à éliminer, ce sont celles qu'on ne fume pas. Mais là, je sais que je prêche dans le désert. Voilà. Enfin, par rapport aux fumeurs. Monsieur Delu. Et après, Madame Kelly pour conclure. Effectivement, je dirais que tout ce qui va dans le sens de moins de pollution, évidemment, est bon à prendre. Oserais-je dire qu'il faut toujours aller plus loin, et notamment eu égard aux urgences actuelles. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre des mesures plus franches. Et comme il vient d'être rappelé, si collecter les mégots, c'est très bien, effectivement, il faut souvent s'attaquer à la source. Alors, peut-être que c'est d'ailleurs l'une des missions du futur référent santé que de faire en sorte d'aider les agents... Recrutés par complaisance. Vous voyez, non mais c'est cohérent tout ça. Merci mon cher collègue. 4 ans pour vous entendre dire que nous étions cohérents. Mais c'est même tellement cohérent qu'on peut votre délibération qu'on peut même la relier à la charte éthique de la dernière fois sur l'achat public, puisque effectivement vous avez quand même besoin de rappeler que l'achat public ne doit pas acheter des objets interdits. Donc comme quoi tout cela est cohérent. Non, trêve de plaisanterie, ça va évidemment dans le bon sens. On ne peut souhaiter bien sûr que l'accélération de telles initiatives et surtout bien entendu l'adhésion du plus grand nombre, puisque c'est comme ça que ça va fonctionner. Et c'est peut-être là où on reste un peu sur notre faim à la lecture des documents, puisque on ne sait pas très bien. Alors, ça reste certainement à définir, et vous nous direz ça ultérieurement en nous associant, bien entendu, ainsi que les citoyens, sur comment est-ce que vous comptez associer le plus grand nombre et de façon la plus efficace possible pour obtenir des résultats à la fois rapides, mais surtout massifs, puisque nous sommes bien tous d'accord que c'est une question quantitative aussi qui doit être résolue. Alors je vous rassure, tu ne la connais pas encore bien, mais Jenny a un pouvoir de persuasion positif qui devrait suffire. Je rappelais que ça, on a commencé il y a quelques mois là-dessus. Quand vous dites, mon cher collègue, il faut aller plus loin, on peut rappeler effectivement qu'on rappelle les éléments de la loi, moi ça ne me choque absolument pas, mais qu'on va plus loin justement, et que l'idée c'est d'aller plus loin en objectif et aller plus loin en calendrier. Simplement, je pense que c'est là où il faut savoir ajuster, parce que se donner des objectifs qu'on ne saurait pas tenir, ça serait un élément négatif, et être trop prudent, donc il faudra trouver cet équilibre. Et moi je fais entièrement confiance à Jenny et aux agents pour aller, et tu vas voir les actions qui vont se mettre en œuvre. Madame Kelly, pour conclure peut-être. Je n'ai pas compris sur les mégots ce qui existait. Donc je savais qu'il y avait des cendriers, mais dans mon esprit, ce n'était pas forcément recyclé. Et donc je voulais juste signaler au cas, à toutes fins utiles, voilà, puisqu'à l'université, sur certains campus ou bâtiments, on travaille avec une association de Biarritz. Vous voyez comme je suis... Alors attention, Biarritz c'est le Pays Basque, Madame Kelly, ça pourrait nous amener... non, mais il y a au moins, il y a beaucoup de, effectivement, comme me disait Monsieur Casabonne, il y a énormément de filières aujourd'hui. Et il y a une association qui est soutenue par le conseil régional qui s'appelle Tricyclope et qui recycle les mégots. Et il y a une entreprise aussi bordelaise qui s'appelle oui, c'est ça, Solutions Recyclage aussi, qui sont locales et qui le font. Donc ça foisonne pour le recyclage proprement dit, pas simplement la collecte. Alors pour conclure, ma chère collègue, j'ai bien noté votre suggestion d'entreprise. Vous avez pu plutôt choisir Bayonne que Biarritz, mais c'est un autre sujet. On avait rencontré, puisque dans le cadre du budget participatif, il y a eu, je rappelle, à la mairie de Bordeaux, a mis en œuvre il y a quelques années les quartiers zéro mégot, avec d'ailleurs plutôt de bons résultats.
Ce qui s'était aperçu lorsqu'on avait retenu, moi j'avais reçu personnellement les gens de la société Ecomégo, parce que bon, c'est des associations mais qui deviennent vives des sociétés, c'est l'absence quasi totale en fait de filières de recyclage, y compris sur le territoire français, d'un certain nombre de choses. J'ai cru comprendre que dans le cas de décisions récentes, il y allait avoir une taxe qui allait être appliquée ou une partie des taxes sur le tabac pour justement financer la création d'une filière de recyclage de tout ce qui est mégot, parce qu'aujourd'hui on est face à quelque chose qui pollue pendant plusieurs centaines d'années, pour lequel il y a très peu, pour ce qui existait il y a quelques années quand je les avais vus. Il y avait une industrie qui existait qui était en Angleterre, si ma mémoire est bonne. Décidément, on est beaucoup avec la Grande-Bretagne, qui recyclait. Donc en fait, c'est pas tant la collecte, c'est aussi le fait de se dire comment on arrive à recycler. Donc je pense que ça devrait se mettre en œuvre. On en a discuté, je crois, Jenny, là-dessus. Donc Jenny, pour compléter, puis après je vous propose de conclure. Effectivement, les sociétés, associations évoluent énormément aujourd'hui, offrent de plus en plus de possibilités. Nous avons un projet avec Ecologique pour le ramassage des mégots à la fin du mois de mai, qui ont pour but de construire des bancs avec le plastique issu de ces mégots. Il y a des acteurs aussi locaux, dont Ecomégo, qui ont énormément travaillé et évolué ces dernières années pour recycler les mégots en objets utiles, dont des pédales de vélo. Donc voilà, oui, effectivement, c'est des marchés émergents qui va nous donner de nouvelles possibilités d'entreprendre responsablement du début à la fin sur la collecte et le recyclage. Merci, ma chère collègue. Donc le vote pour à l'unanimité, après un débat intéressant. Pardon, monsieur le sénateur, vous avez la parole. Bon, sagement me prononcer. Lorsque vous avez présenté la délibération, j'ai pas fait attention si c'était l'exclusion de tout plastique dans tous les domaines ou seulement dans l'alimentaire comme le prévoit la loi. Parce que il faut faire attention à une chose, c'est que c'est un peu comme ce qui va arriver au niveau constitutionnel bientôt. Vous avez bien vu ça, le débat sur l'histoire de mettre le mot garantie dans la Constitution par rapport à l'environnement. Garantie, comme l'a rappelé le Conseil d'État, attention, parce que ça oblige à avoir des résultats et donc les contraintes, si on ne peut pas, sont lourdes. Là, c'est pareil. Est-ce que c'est bannir le plastique s'il n'y a pas d'autre possibilité, ou c'est bannir le plastique? Parce que le plastique, on en a partout. Je suis en train de regarder tout ce qu'on a autour de nous. Il y en a partout. C'est pour ça. Non, mais je suis sérieux là. C'est pour. J'ai pas bien écouté tout à l'heure. Effectivement, il envahit un petit peu nos vies. Il a pris beaucoup de place parce qu'il a eu son utilité. Aujourd'hui, on est sur un plan zéro plastique à usage unique. Et l'idée est d'avancer progressivement. Le tout, c'est pas de dire non catégoriquement à tout, mais d'évoluer et qu'on puisse évoluer en même temps dans nos pratiques quotidiennes. Donc c'est ça le plan zéro plastique, c'est d'aller vers le mieux. C'est l'objectif, zéro plastique. C'est pas zéro plastique à usage unique. Parce que demain, si je suis embêté, je prends plus mes lunettes. À usage unique. Alain, tu mets tes lunettes plus... Je pensais que tu allais reprendre sur les nudges. Je savais que ça allait te plaire, l'anglicisme. Ah non, mais ça, j'ai même pas entendu. Très bien dit, monsieur le maire, d'ailleurs. À usage unique, effectivement. Mais je partage ce que tu viens de dire, Alain, c'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif, mais responsable, puisqu'il faut aussi laisser les gens pouvoir s'adapter aussi. Donc, pour aller à l'unanimité, Madame la secrétaire. Rapporteur Monsieur Hanotin, conseiller municipal délégué au patrimoine, à l'habitat et à l'urbanisme, au commerce et au marché. Subvention exceptionnelle au groupement des entrepreneurs talentés, soutien au commerce de proximité. Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure pour faire un petit point avant que Guillaume Hanotin puisse nous présenter ça. Vous redire plus exactement les 4 mesures, en plus de celles qui ont déjà été prises par la ville, de manière à avoir donc, cet aspect de cohérence. D'abord, vous dire que, donc là, Guillaume va vous présenter un élément spécifique aux entrepreneurs, donc je vais le laisser exposer là-dessus, que nous avons également la deuxième mesure que nous avons votée tout à l'heure, qui est la gratuité des terrasses jusqu'au 30 septembre 2021, depuis le début de l'année. Et puis, donc, en plus de ces différentes mesures, en plus de ce qui est fait par d'autres collectivités, je le redis, d'abord vous dire que nous allons faire comme l'an passé, après donc sollicitation des riverains, nous installerons une terrasse temporaire de près de 200 mètres carrés au forum, comme l'année dernière, 4 fois 50 mètres carrés, chaque 50 mètres carrés étant
propriété ou location plus exactement, parce qu'on n'est pas propriétaire là-dessus. Donc ça a été vu avec l'ensemble des commerçants, notamment de la place du Forum. C'est pas qu'on veut le faire qu'au Forum, mais c'était un endroit qui le permet de le faire. On avait testé, Mathieu Coldefils s'en souvient, d'autres endroits qui n'ont pas été forcément autant concluants, et on est souvent aussi avec des normes de sécurité ou d'accessibilité qui ne nous permettent pas d'en faire là où on voudrait. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va reproduire dans des modalités qui seront à définir à partir du moment de la réouverture des terrasses jusqu'au début de l'été, et puis peut-être au mois de septembre. On informera les riverains, notamment du centre-ville. Et puis le dernier étage de la fusée, décidément, aujourd'hui, c'est la carte cadeau dont on a déjà parlé, pour lequel nous avons voté une subvention exceptionnelle auprès du GET en tout début d'année, si mes souvenirs sont bons. Donc cette carte cadeau, qui est une première en France, que l'on a fait en partenariat avec Natexis Paiement, et donc va permettre, donc il va être distribué donc par les commerces de proximité de moins de 10 salariés. Ces commerces pourront librement donc distribuer cette carte d'une valeur de 10 €. Elle en coûtera 5 € à chaque commerçant, et donc aura une valeur faciale de 10 €. 5 € payés par le commerçant, 5 € payés par la ville à travers le GET. Et donc c'est une première en France qui va durer un petit mois, enfin un gros mois même, d'ailleurs, donc qui sera accessible à l'ensemble des commerçants. Et donc ça va permettre d'injecter directement, on a fait près de 3000 cartes, vous faites le calcul rapidement, on a près de 30 000 € qui vont être injectés directement dans l'économie, donc pour ces commerçants de proximité. Donc c'est une première en France. Natexis Paiement, vous aurez, on pourra rediscuter, mais on en avait déjà discuté des modalités précises, qui prend 0% de commission auprès des commerçants et 0% pour la ville, donc c'est intégralement gratuit. Et c'est la préfiguration, et c'est peut-être le plus important, d'une carte locale pour acheter local. Donc c'est aussi ça le rôle des villes, c'est de mettre en œuvre des solutions qui seront après pérennisées. Et donc on mettra en œuvre donc cette solution à compter de la reprise de ces commerces pendant un mois, donc le temps qu'on ait fini donc les 3000 cartes sur la base donc de ce que l'on a donné au GET. Donc ça représente 15 000 € pour la ville. Mon cher collègue, cher Guillaume, tu as la parole pour ça, et puis on pourra débattre de ça pour la partie spécifique restaurateur assis. Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, je vous propose ainsi d'approuver les termes de la présente délibération qui porte sur une subvention exceptionnelle attribuée au groupement des entrepreneurs talençais. Vous le savez, le maire vient déjà de le rappeler, la ville est aux côtés des restaurateurs, aux côtés de tous les commerçants, qu'aujourd'hui se profile finalement une réouverture, même si elle est très tardive, même si elle est très progressive. On peut penser qu'aux alentours du 15 mai, un certain nombre d'établissements pourraient rouvrir si les conditions sanitaires le permettent et si l'évolution de la pandémie l'autorise. C'est pourquoi nous vous proposons d'accompagner finalement le groupement des entrepreneurs talençais. C'est une association talençaise que vous connaissez tous. Et cette association propose un système d'incitation à consommer local, à consommer chez les restaurateurs de la ville. Chaque participant recevrait ainsi un bon d'achat d'un montant de 10% du groupement des entrepreneurs talençais qu'il pourrait utiliser chez les commerçants de la ville. Cette opération se déroulerait sur un an, puisque les chèques cadeaux seraient valables sur une année. Il serait tout simplement obtenu en envoyant la copie de son comment s'appelle, j'ai manqué le mot. La facture, tout à fait, la facture du restaurateur qu'on adresse au GET par mail et qui retournera un bon d'achat correspondant à 10% du montant de cette facture à valoir chez les commerçants de la ville. Ce qui donc représente un investissement direct pour la ville de 55 000 € de base. Madame Ramy, vous avez la parole. Oui, il y avait une réflexion là, qui me venait en vous entendant présenter les mesures que vous preniez et puis en entendant aussi parler de la ville exemplaire. Quand on parle de consommer local, il y a aussi un outil qui existe et qui est la monnaie locale, la miel. Ça peut être... alors, différentes collectivités ont fait le choix de se doter de monnaie locale. Notre voisin s'est doté de la monnaie locale. Bègle. Ah, c'est vous qui l'avez dit, c'est bien. Mais j'ai de très bonnes relations avec mon voisinage. Oui, je sais très bien. Non, mais c'est alors, quand vous parliez de ville exemplaire et que vous mettiez en place une feuille de route, très intéressant à voir, et des indicateurs, est-ce que vous avez aussi réfléchi à la monnaie locale ou pas? J'ai pas l'impression.
Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Certains élus peuvent faire le choix de recevoir une certaine partie de leur indemnité en monnaie locale et d'alimenter le commerce local. Monnaie locale qu'il y a également au Pays Basque, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai d'autres exemples d'exemplarité, pas très loin. Juste, je vais vous renvoyer à un document qui s'appelle le programme, dans lequel il est indiqué, va essayer de promouvoir les systèmes d'échange locaux, les sels en l'occurrence, par les miels, pas tout à fait pareil. On a eu cette discussion il y a quelques mois maintenant de ça. Encore une fois, la réflexion sur tout outil permettant d'aller plus loin ou de s'interroger, moi je trouve qu'il faut fermer la porte à rien. Donc si jamais vous avez des propositions concrètes, encore faut-il que ça s'appuie sur des exemples, un retour d'expérience et sur quelque chose. Là on est vraiment, donc là on est sur la prospective, mais là on est vraiment sur l'immédiateté, c'est-à-dire soutenir la reprise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller manger et prendre un verre en terrasse, on va accompagner ce mouvement, mais on est vraiment là, on est en train de... Moi je pense que le rôle d'une ville aussi, à travers différents outils, c'est d'aider vraiment spécifiquement. Là pour le coup on est sur les petits commerçants, on est sur les restaurateurs avec consommation sur place, de manière vraiment à essayer d'aller sur les secteurs qui ont été le plus durement touchés du fait des fermetures administratives qu'ils ont connues depuis quelques mois maintenant. Donc on est là-dessus sur une réflexion sur une monnaie locale. Pourquoi pas ouvrir la réflexion avec la démocratie participative et voir si jamais ça fonctionne, parce que l'annonce est une chose. J'ai vu effectivement quelques villes qui avaient fait des partenariats, et puis il faut voir si jamais l'exemple a été concluant. Voilà, donc sachant que dans ces domaines-là, en général, plus la surface est importante, plus, on va dire, l'intérêt est pertinent. Donc est-ce que c'est au niveau d'une ville, au niveau d'une métropole, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis fermé à aucune réflexion là-dessus. Voilà. Monsieur Delu. Juste vous dire que vous avez un référent local sur Talence, hein, au niveau de la miel, et qu'il est prêt à rencontrer toutes les collectivités. D'ailleurs, il fait le tour des collectivités, là. Donc vous avez un très bon interlocuteur, pas très loin de la mairie, que vous pouvez contacter. Je vous donnerai le nom, hein, si vous voulez. C'est gentil. Sinon, j'irai voir mon collègue de Bègle. C'est peut-être le même, remarquez. Monsieur Delu. Oui, vous avez évoqué oralement un élément que la délibération, je ne sais plus si c'est vous, monsieur le maire, ou monsieur Hanotin, mais je crois bien que que c'est monsieur le maire, qui quand même me fait un peu réagir. Je crois avoir entendu que donc le bénéfice, évidemment, de ce dispositif, qui en soi est tout à fait louable, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, serait réservé aux restaurateurs de moins de 10 salariés. C'est bien ce qui a été dit. Il me semble avoir entendu ça. Non, je vous ai parlé c'est pour la carte cadeau. Ah, autant pour moi. D'accord. Donc, du coup, la question qui se pose, c'est comment est défini un restaurateur, en ce sens que est-ce que de grosses franchises, voire des multinationales, pourront bénéficier de ce type de subventions municipales, directes ou indirectes? Alors, le nombre pour un restaurateur, c'est compliqué. Si vous prenez quelques établissements du centre-ville, il y en a qui ont beaucoup plus de 10 salariés. Et donc, on ne va pas discriminer en excluant certaines franchises. J'ai une vague idée de qui vous voulez parler. Là-dessus, le juge de paix aussi, c'est la consommation sur place. C'est la raison aussi pour laquelle on a fait attention à tout ce qui était livraison à domicile, de type plateforme Uber, etc. On est quand même sur un état de droit. Donc j'entends qu'il ne faut pas rappeler la loi, mais qu'on ne peut pas discriminer en excluant justement certaines personnes. Moi, ce que je veux juste vous dire, mon cher collègue, c'est qu'à travers le truchement du GET, en général, si on est sur des chaînes de la grande distribution ou la malbouffe, ou pour que certains appellent comme ça, en général, ce ne sont pas les personnes qui nous demandent là-dessus, et donc ce n'est pas vraiment le public visé. Donc le GET a eu une action auprès des restaurateurs qu'on ne peut pas avoir d'un point de vue légal, puisque par définition, c'est de l'argent public et on ne peut en exclure personne. Mais on essaie juste de le faire en ayant pris toutes les précautions du monde, et le retour d'expérience que l'on a eu à travers la direction de la vie économique, c'est qu'en général, c'est vraiment sur ce commerce local qu'on arrive à peser. Voilà. Donc je vous propose qu'on voit la conclusion de l'action et on verra effectivement comment ça s'est passé. Voilà. Et puis j'estime qu'un bon d'achat qui est dépensé dans les commerces talençais, quelle qu'en soit la provenance finalement, c'est de l'argent qui va à la ville, donc finalement c'est du tout bon.
Moi, je pense que c'est vrai. Allez, les votes pour à l'unanimité. Merci. Nous allons donc passer aux questions orales. Alors, je vais inviter... Nous avons reçu que des questions orales de Talents sans transition. Nous allons commencer par le site Université Lamartine. C'est Monsieur Martilly. Monsieur Martilly, vous avez la parole. Alors, bonjour mes chers collègues. Nous avons été alertés par les riverains de la rue Lamartine d'un projet de vente par l'université de son terrain. Ce quartier d'échoppe patrimonial très dense et minéral mériterait une vraie réflexion municipale d'ensemble sur son devenir, associant les problématiques liées à la densification urbaine, aux déplacements et aux espaces verts. Nous vous demandons, Monsieur le maire, d'user des moyens dont vous disposez pour permettre en fait, cette réflexion nécessaire à la vie de ce quartier, au bien-être de ses habitants. Donc, dans l'urgence, vous serait-il possible de geler par un moratoire ce projet? Sinon, que comptez-vous faire? Merci mon cher collègue pour cette question qui me permet d'évoquer, on avait déjà parlé mais il y a quelque temps maintenant, le projet en conseil municipal. Alors, il y a des éléments de forme et des éléments de fond. Je me suis dit peut-être qu'il y avait une erreur de frappe parce que vous avez été informé par des riverains du projet. Il me semble que le cabinet du maire a envoyé un mail à l'ensemble des élus, donc ce n'est pas forcément, en tout cas peut-être que les riverains vous en ont parlé également, mais c'est aussi le maire qui vous a invité à cette réunion de concertation. D'abord, vous rappelez que dans un souci de transparence qui est dans chaque projet de la ville, nous avons informé tous les élus et donc tous les riverains puisqu'on a distribué un courrier à près de 500 personnes. Donc quand on parle de riverains, on parle d'une extension, d'un élément avec une acception relativement large. Vous dire, mais vous êtes un nouveau collègue, mais je crois qu'en plus c'est un domaine que vous connaissez bien, l'urbanisme, qu'on n'a pas attendu effectivement cette question pour agir. D'abord, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que on comprend le présent quand on connaît le passé aussi. Dans les différentes évolutions du plan local d'urbanisme, on a fortement protégé cette parcelle. À telle enseigne d'ailleurs, je me souviens d'une fonctionnaire d'ailleurs, de Bordeaux Métropole qui nous indiquait que c'était sûrement l'une des parcelles les mieux protégées de tout Bordeaux Métropole, tant les prescriptions à la parcelle, mais je suis sûr que vous saurez le lire, sont importantes sur cet espace-là. D'abord, c'est une urbanisation maîtrisée, en autorisant uniquement les gabarits de construction à R+1 plus comble. R+1 plus comble, c'est la hauteur d'une maison, maximum. Je vous rappelle, mon cher collègue, qu'avant que la ville prenne cette mesure volontaire, et ça avait fait l'objet de nombreux échanges avec le président de l'université, la constructibilité de cette parcelle, c'était R+6. Donc quand vous me dites dans votre question, est-ce que vous comptez faire, je voudrais juste vous rappeler qu'on est passé de R+6 à R+1. Par ailleurs, ce n'est pas la seule protection sur cet emplacement. On a protégé les espaces paysagers. Je vous rappelle qu'il y a un EBC, un espace boisé à conserver, donc qui fait que cet espace-là est intouchable au sens de l'urbanisme. Et par ailleurs, nous avons protégé le château qu'on appelle le château de Salles, pas trop connu, mais c'est le château de Salles, donc c'est le château qui est, avec la bibliothèque d'ailleurs, protégé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le détruire ou en faire ce qu'on en veut. Je vous rappelle que il faut essayer, à un moment ou à un autre, de s'appuyer sur une réalité. D'abord, c'est une réalité de propriété. C'est l'université qui est propriétaire de ce foncier et qui a, en toute liberté, le choix de faire ce qu'elle souhaite en faire, dans le respect du PLU que je vous ai cité. On s'était engagé, au terme de certains épisodes, à faire ce pont, finalement. Parce que, vous dites, on a été alerté par les riverains, mais c'est une opération exemplaire. Dans une parcelle comme cela, rien n'oblige, pas plus le maire que l'université, le propriétaire, à faire la moindre information. C'est ce qui a été fait parce qu'on avait pris cet engagement devant les riverains il y a quasiment 2 ans maintenant. L'université, elle a réfléchi à son projet. Vous parlez d'un moratoire. Il me semble que vous êtes spécialiste de l'urbanisme. Vous savez qu'un moratoire dans une démocratie, ce n'est pas légal. Alors, je veux bien qu'on rappelle à chaque fois la loi,
mais je peux vous rappeler qu'on peut faire un moratoire sur un projet quand il est public, quand la ville est propriétaire, par exemple, mais on ne peut pas le faire quand c'est un établissement privé, pas plus avec l'université qu'avec un propriétaire privé lambda, et j'ai envie de dire heureusement. Je vous rappelle aussi que l'abandon de ce terrain pendant des années a abouti quand même à un squat qui a laissé quelques traces dans les mémoires, traces très douloureuses pour tout le monde. Moi, je voudrais profiter de votre question pour saluer avec toute la sincérité le président de l'université, M. Tullion de Lara, l'ensemble de ses équipes, parce que depuis le début de ce projet, ils sont à l'écoute des riverains, ils ont fait un certain nombre de réunions, et croyez-moi, mon cher collègue, vous êtes élu que depuis moins d'1 an, mais des rumeurs sur ce terrain, j'en ai entendu beaucoup. L'université avait pris cet engagement devant les riverains de dire « je n'ai pas de projet à terme, je vais céder ce foncier, mais je consulterai les riverains avant de proposer le moindre cahier des charges ». Et elle a tenu parole. On a fait cette réunion. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous y avez participé. Moi, j'ai trouvé la réunion très constructive. Il y a des inquiétudes. Elles sont légitimes de la part des riverains, de circulation, de stationnement. Je pense aussi qu'on a contribué à casser un certain nombre d'idées reçues, notamment sur la hauteur des bâtiments. Et l'attitude de l'université a été à tel point exemplaire qu'on avait prévu 3 semaines à compter de la date de la réunion. J'ai demandé personnellement au président de l'université d'étendre le délai au terme duquel les habitants pouvaient faire leurs remarques. Et le président l'a accepté, ce qui fait que ça a été non pas de 3 semaines à compter de la réunion, mais 3 semaines à compter de la diffusion du compte-rendu qui a été envoyé, et donc aux mêmes 500 riverains. Donc on est sur une opération d'une transparence exemplaire. Encore une fois, on peut dire on aurait préféré que l'université reste là, on aurait. Ça, ce n'est pas notre choix. C'est le choix de l'université, et je le respecte, comme n'importe quel propriétaire. Moi, je trouve qu'on a là la première pierre de l'édifice de co-construction que l'on a avec l'université dans ce fameux projet qu'on appelle la dévolution. L'université est devenue propriétaire il y a un peu plus d'1 an d'un fantastique patrimoine et de quelques dettes aussi. Elle fait sa réflexion, on continue, il y aura d'autres projets qu'on va mener avec l'université. Donc, d'abord, vous rappelez que nous avons protégé cette parcelle, l'urbanisation est donc maîtrisée. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mon cher collègue, sur le côté minéral de ce quartier. J'ai quand même dézoomé, on trouve tout autour vraiment beaucoup de jardins d'échoppes. Il y a un grand élément minéral, c'est le cimetière, pas très loin, mais qu'on contribue à végétaliser, n'est-ce pas, Madame Salé, à mes côtés. Donc, je ne trouve pas un caractère minéral. En revanche, on a une opération partenariale et exemplaire. Le moratoire, ça peut être un coup politique, j'allais dire, mais vous savez, parce que vous maîtrisez le sujet, que c'est illégal. Et un maire ne prend pas de décision illégale. En revanche, ce que j'observe, c'est que le cahier des charges, il va être fait en fonction des différents retours des riverains. On a beaucoup d'élus qui s'occupent de l'université, qui s'occupent des riverains. Des questions, il y en a. Mais moi, je trouve que toutes les villes qui pourraient faire comme cela, je trouve qu'on est dans la bonne démarche, c'est-à-dire pas une vente comme ça. L'université a été transparente sur ses critères, ce qu'elle va en faire, et surtout derrière, la concertation, elle fait que commencer. Il y aura le choix d'un opérateur qui va pouvoir proposer ça en toute liberté. Et moi, je crois que c'est quelque chose pour lequel on peut être fier. Après, les choix qui appartiennent à l'université, je lui laisse. C'est là sa pleine et entière autonomie. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez souhaiter reprendre la parole, mais vous semblez complètement convaincu. Non. Convaincu. J'aurais essayé. Pas tout à fait. Non, mais c'est simplement que on a utilisé le terme moratoire pour avoir un terme que tout le monde puisse appréhender très facilement. Évidemment, il y a des solutions proprement techniques qu'il n'était pas nécessaire de développer ici pour geler par exemple dans la... vu qu'on est en modification du PLU, il y avait par exemple un sursis à statuer ou des choses à faire pour pouvoir réfléchir, se donner le temps du projet, parce que vous dites, et à très juste titre, l'université est propriétaire, mais derrière, effectivement, il va y avoir des conséquences
que la ville de Talence aura à gérer, notamment, comme vous l'avez dit, sur le stationnement, sur la circulation, sur la minéralisation du terrain, parce que le quartier est quand même très minéral. Je parle des espaces publics, il y en a très peu. Donc, et vous disiez aussi R+6 non, R+1, mais c'est quand même encore du bâti. On est sur une ville très dense. Et encore du bâti et encore des espaces imperméabilisés, etc. Donc, juste avoir une réflexion globale sur tout ça, tout simplement. Voilà, merci. Alors, je voudrais un jour que vous et vos collègues, vous m'expliquiez comment on arrive à dire aux gens on veut construire du logement parce qu'on en a besoin, mais il ne faut pas bâtir. C'est toujours un peu compliqué hein, comme équation à tenir. Je vous le dis, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'espace public à côté. Je ne sais pas quel est votre compas, le rayon. Si jamais c'est 10 mètres autour de la Martine, je vous le concède. Vous avez par exemple le centre Marcel Pagnol qui est à quelques encablures de là, avec quelques végétalisations. C'est pas grand, hein, je vous le concerne, mais l'espace public n'est pas très loin. Vous avez le parc Sourail qui n'est pas très loin. Vous avez, bref, tout un tas de choses. Et je vous le rappelle que la mairie ne sera jamais toujours propriétaire que de 10% du foncier. Hein. Le reste, ce sont aussi les particuliers qui le font. Vous me dites, on est en révision du PLU. Oui, je vous le confirme. Alors, c'est une révision à marche forcée, applicable à compter du 1er janvier 2023. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur cette révision, c'est illégal, pour aller contraindre l'université. À un moment ou un autre, je m'étonne quand même de cette réflexion. Vous connaissez cette matière-là. Ça serait quand même un peu fort de café, pardon, j'utilise une expression médiévale, mais d'aller dire à un propriétaire privé, écoutez, je fais un statut à statuer parce que peut-être que je vais faire quelque chose dans 2 ans. Bah d'abord, 1, on serait attaqué, 2, on perdrait. Donc, le moratoire ou le sursis à statuer, légalement, je ne peux pas le faire. Et on ne peut pas le faire. Après, il vous appartient de demander si jamais on peut prendre des actes illégaux, mais moi, ce n'est pas ma posture. Deuxième chose, il faut quand même revenir sur l'essence même. L'université est sur Talence. Pas que, mais beaucoup. C'est une chance extraordinaire. L'université a des projets. On veut en faire un quartier de ville dans lequel on étudie, on habite, on vient consommer, on vient aussi se reposer sur des espaces verts. Si le début de l'opération partenariale consisterait à dire qu'un maire, quel qu'il soit, écoutez, je vous bloquer dans tous vos projets, je ne sais pas où est trop la dimension partenariale de la chose. On est passé quand même de R+6 à R+1. Vous imaginez, je pense que vous connaissez la diminution de la valeur foncière, le BC qui consacre aussi tout un espace vert. Donc, moi j'ai envie de vous dire, mis à part prendre une dimension illégale, il n'y a franchement pas grand-chose de mieux que ce qui a pu être proposé. Et par ailleurs, et je vous le redis, vous êtes ému d'une réunion qui n'a aucune obligation. L'université aurait pu dire « je vends le foncier tant et je choisis sur le prix ». Ce n'est pas ce qu'elle a choisi de faire. Elle a choisi de venir voir la ville pour dire « co-construisons ensemble » et on va voir le projet qui va sortir. Moi, je ne le connais pas. Beaucoup de gens le connaissent, moi, je ne le connais pas. Donc ça tombe bien, c'est moi qui vais signer le permis de construire. Ou moi, ou quelqu'un qui sera délégué. Mais co-construisons ensemble. Donc là encore, je vous renvoie à ce qu'on a souvent échangé. Vous demandez tout le temps de la participation citoyenne et quand on la donne, vous dites bah non, il faut faire un moratoire. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Moi, j'entends les inquiétudes. Évidemment, la ville aura son mot à dire, mais la règle du jeu telle qu'elle a le fixée, je peux vous assurer qu'on a eu de nombreux échanges avec l'université. Passer de R+6 à R+1, je peux vous assurer qu'on avait eu des réunions déjà constructives avec l'université. Donc on a quand même très fortement diminué la capacité de l'urbanisation. Et puis attendons de voir le projet. Il y aura forcément de l'habitat. C'est la volonté assumée de l'habitat. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de critiquer des projets avant qu'ils ne sortent de terre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a rien et que demain, on peut avoir une belle opération. Et moi, en tout cas, c'est la première pierre avec l'université. Et moi, j'en suis particulièrement fier. Voilà. Et je ne prendrai jamais d'arrêté ou de décision illégale au regard de la loi. Mais je pense que vous le savez très, très bien. Mais je conçois que le conseil municipal puisse être l'endroit où on pose des questions auxquelles on a déjà les réponses. Question orale numéro 2, donc, qui parle... écoutez, je vais vous laisser en parler. Je crois que c'est Madame Ramy qui va en parler. Donc, sur la demande de logement d'urgence. Ou c'est Madame la sénatrice, peut-être.
Oui, monsieur le maire, nous avons été alertés par des associations de solidarité talençaises et des parents d'élèves concernant des familles aujourd'hui en grande précarité suite à l'expulsion de la zone libre de ce nom. Il y a 2 mois maintenant, la préfecture a expulsé 300 personnes, 80 familles, 110 enfants, dont 80 scolarisés, qui vivaient dans un bâtiment appartenant à un bailleur social destiné à être détruit. Cette décision traumatique laisse de nombreuses familles et de nombreux enfants dans une situation extrêmement difficile, notamment au point de vue de l'hébergement. J'attire précisément votre attention sur la situation de 3 familles qui ont des enfants scolarisés dans des établissements scolaires de la commune. À ces familles s'ajoutent 2 autres familles non issues de la zone libre, mais sans solution d'hébergement. Nous sommes dans une période de crise sanitaire, sous couvre-feu, et Emmanuel Vargon, ministre du Logement, a annoncé que la trêve hivernale prendra fin le 1er juin 2021 au lieu du 1er avril. Aujourd'hui, ces familles se retrouvent sans logement et ces enfants de nos écoles ne peuvent continuer leur scolarité sereinement. Nous vous demandons, monsieur le maire, de prendre en compte ces situations et de trouver des logements d'urgence pour ces familles et de déployer un vrai plan d'accueil d'urgence pour les enfants touchés aujourd'hui ou demain par cette situation. Alors je vais laisser Madame Madrid répondre, juste faire le pont entre vos 2 questions. D'un côté, monsieur le maire, ne construisez pas, et d'un autre côté, monsieur le maire, construisez. Par ailleurs, sur cette même parcelle, je vous rappelle qu'il y a une opération exemplaire menée par l'université et par la préfecture depuis quelques mois, la parcelle Lamartine, dont on a parlé tout à l'heure, et qui a un hébergement d'urgence de près de 40 personnes, 40 hommes seuls en l'occurrence, qui sont sur le... Et ça aussi, ça avait été un engagement de l'université, en construction avec les riverains. Et c'est quelque chose, une opération exemplaire qui a lieu depuis 1 an et demi maintenant sur cette parcelle, avec l'appui d'autres services, je pense notamment au service du département. Madame Isabelle Madrid, vous avez la parole. Je vous remercie pour cette question qui concerne l'extrême précarité, la solidarité, la protection de l'enfance, compétence première du département. Le conseil municipal n'est pas une tribune depuis laquelle on fait des discours d'estrade sur des sujets aussi sensibles en période électorale. La plupart de ces familles n'ont pas de droits ou ne les ont pas vus renouvelés par l'État. Il est facile de s'offusquer sur les réseaux sociaux, dans la presse, auprès des associations, en conseil municipal. Avec une sénatrice, un membre du bureau de Bordeaux Métropole, 2 conseillers départementaux, le groupe Talence en transition peut toujours dire que c'est à l'autre de faire, mais la ficelle est un peu trop grosse. Les associations vous ont tout simplement alerté parce que l'accompagnement social des familles relève du conseil départemental et que votre groupe compte dans ses rangs 2 membres de sa majorité. L'un en charge de la coopération européenne et internationale, l'autre en charge des politiques de l'insertion. Elles vous ont sollicité parce que le département et Bordeaux Métropole disposent d'un parc de logements sociaux conséquent. Ces associations espéraient votre soutien. Et en cela, votre question signe l'aveu de votre échec. L'accès à un logement d'urgence pour des personnes sans titre ou déboutées des droits d'asile n'est prévu par aucun dispositif. Un seul système d'urgence existe, malheureusement. C'est le 115 et les centres d'accueil de nuit. Certes, un soutien social peut être mis en place pour demander un logement social en ligne, donner des informations sur les droits, sur les dispositifs de soutien financier ou de garantie de loyer impayé. Mais ces dispositifs, vous le savez bien, ne s'adressent qu'à des personnes qui ont des titres de séjour. Le préalable est donc de déterminer dans quelle situation juridique sont ces familles. Demande rejetée, recours, suivi par quel organisme ? Au niveau de la ville, le soutien de ces familles peut se manifester par leur orientation vers des associations avec qui on travaille, comme ALIF ou la CIMAD, pour des personnes sans titre de séjour, pour les aider dans leurs demandes ou le recours à faire valoir. Or, pour ces familles, nous n'avons pas de nom. Par conséquent, il est impossible, au vu de la multitude des situations possibles, d'apporter une réponse pertinente et adaptée, toute réponse générale et abstraite n'ayant aucun sens, aucun intérêt. De même, attention à ne pas livrer en pâture des situations personnelles et intimes de familles qui ont droit au respect. Tous ces sujets doivent se régler dans la confidentialité inhérente au respect de la dignité de la personne humaine.
Il faut traiter des situations au cas par cas. Aucune famille ne se trouve dans le même dispositif selon le pays dont elles sont originaires, selon la manière dont elles sont rentrées en France, selon s'ils ont ou non des motifs à faire valoir pour y demeurer. Les familles avec enfants mineurs doivent s'adresser à la maison départementale des solidarités dont elles dépendent, afin de voir s'ils ressortent d'un des dispositifs précités ou être orientés pour obtenir des informations. En l'espèce, la présidente de la FCPE, Curie, et le comité de soutien ont indiqué que Mme Grélard s'était saisie de l'affaire et que les noms des familles lui ont été communiqués. Le service d'éducation en a profité pour conseiller à la présidence de la FCPE d'encourager les familles pour venir vérifier au service d'éducation que leur situation est correctement prise en compte pour les tarifs sociaux que l'on applique aussi bien en restauration scolaire qu'en temps d'accueil. Il y aura toujours des diseurs et puis des faiseurs. De notre côté, notre volonté de faire est manifeste et vous le savez très bien. Sur Talence, il existe 3 hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile, 2 qui sont gérés par le centre d'accueil et d'information du CAIO, 1 par le diaconat rue Lamartine, 6 que Emmanuel Salaberry a ardemment défendu. Et ce, le temps que la préfecture étudie la situation pour répondre si oui ou non à la demande de protection par l'État français. Nous avons soutenu la création d'une maison relais pour personnes très démunies avec Emmaüs. Une autre est en construction avec Habitat et Humanisme du côté de Thouars. Le Château Gardère va devenir une résidence sociale intergénérationnelle. Nous avons 25% de logements sociaux. Nous ouvrirons en septembre la Maison des Nouvelles Solidarités avec 6 associations pour apporter des compléments alimentaires, vestimentaires, sanitaires, de manière inconditionnelle, avec ou sans droit, financés malheureusement très modestement par le département à hauteur de 1%. Tout comme la mission locale des Graves pour l'insertion des jeunes. Notre tarification sociale pour la restauration solidaire est au-dessous de l'euro, restauration scolaire est en dessous de l'euro recommandé par l'État. Idem pour l'accueil en crèche ou en centre de loisirs. Nous apportons 3 fois par semaine des aides d'urgence aux Talencais, dont de très nombreuses familles. Nous développons un programme de réussite éducative sur toute la ville, de nouveaux espaces de vie sociale. Je vous invite à relire notre programme et le dernier budget voté, la liste étant trop longue. Élu aux Solidarités, vice-président du CCS, j'imagine souvent tout ce que nous pourrions faire ensemble si les élus de la ville et les élus du département décidaient d'agir conjointement contre les précarités, la perte d'autonomie, le non-recours aux droits, la vaccination, la prévention. Dans l'intérêt des Talencais, bien sûr. Espérons que ce jour soit proche. Madame de Marco. Écoutez, je vous remercie de votre longue réponse, mais ce n'est pas en prenant ce ton que nous allons réussir à travailler ensemble, madame. Permettez-moi de le dire. Moi, je pose cette question simplement pour vous alerter que sur notre commune, vous avez des enfants qui sont scolarisés, qui ont le soutien de parents d'élèves, qui se relaient pour héberger ces enfants. C'est simplement pour information. Ce n'est pas pour polémiquer. Je ne place pas du tout ceci au point de vue politique parce qu'il y a des élections, etc. J'en suis bien loin. Moi, je les ai rencontrés et vraiment, je me dis, alors que la ville de Bordeaux a réussi à accompagner ces familles, à trouver des logements d'urgence, les a accompagnés, je me dis, mais pourquoi est-ce que la ville de Talence, alors ces enfants qui sont scolarisés dans nos écoles, Joliot-Curie principalement, Albert Camus, etc., on ne peut pas également voir s'il n'est pas possible de les accompagner. On ne peut pas accepter que des enfants en bas âge dorment encore dans des voitures, ne savent pas où ils vont dormir le soir. Ce n'est vraiment pas pour polémiquer que j'ai posé ce sujet-là. J'ai écrit vraiment à la préfète, non mais je vous certifie, je ne vois pas. Si vous les rencontrez, vous comprenez bien que je me sens démunie personnellement par rapport à ces enfants et ces familles. Je n'ai pas besoin d'avoir un catalogue d'actions que vous avez mené. Est-ce que tous ensemble, on ne peut pas réussir, nous aussi, à trouver des solutions sans mettre ça sur un plan politique et d'enjeu ou quoi que ce soit. C'est une demande que je le fais sans agressivité, simplement, et je suis à votre disposition pour en discuter. Mais je vous comptais vous alerter, je ne souhaitais pas poser ça sur un autre niveau de débat, vraiment. Et quand ça concerne justement les logements d'urgence à Lamartine, vous avez cité ces 40 hommes seuls, d'accord, mais on aurait pu envisager peut-être justement, j'aurais considéré qu'il aurait été important peut-être de le faire pour des familles, quelles qu'elles soient. Et moi, je ne regarde pas s'ils sont avec, sans papier ou s'ils vont les avoir. Je vois des enfants
qui sont ici, qui parlent français, qui sont scolarisés, qui ont des amis, dont les institutrices accompagnent, des parents d'élèves également. Je ne regarde pas quand je vous parle à savoir leur situation. Bon, alors si vous replacez ça, je comprends. Alors vous voulez polémiquer, bon, c'est une chose. Moi, je suis à votre disposition pour qu'on essaye ensemble de trouver sur les noms que je peux vous donner, je peux vous les écrire. Je n'ai pas souhaité les citer ici en conseil municipal. Et vous les avez, j'en suis sûre, puisque les parents vous ont alerté, vous avez eu des courriers. Et la préfète également est informée. Comment peut-on faire ? C'est simple. C'est pas quelque chose que je souhaitais vraiment rencontrer cette agressivité en réponse. J'en suis désolée. Il n'y a pas d'agressivité, ma chère collègue. Juste, Madame Grélard, non, vous n'avez pas la parole, mais je vous l'accepte pour 20 secondes. Je vous fais confiance. Je vous remercie, monsieur. Puisque le département vient d'être cité, je voudrais juste dire que les services du département ont fait ce qu'ils avaient à faire, ont ouvert bien sûr leurs services autant que cela a été possible dans bien sûr la légalité de toute collectivité territoriale, et que nous travaillons très conjointement avec les services du CCAS de la ville, et que nous avons signé une convention territoriale ensemble, justement, pour travailler tous ces sujets de la solidarité en complète complémentarité. Merci. Alors, pour conclure, merci ma chère collègue. Ce que rappelait Madame Madrid, indépendamment de ce qui a été fait, c'est la compétence première. Quand on construit 10 logements, aujourd'hui, 10 logements sociaux, le département, et c'est sa mission, a un nombre de logements disponibles à mettre à la disposition de chacune et de chacun bien plus important que les villes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur gouvernance. Donc, moi, je voudrais, ma chère collègue, chère Monique, je crois à beaucoup de choses chez vous, notamment votre sincérité, mais pas votre candeur. Je voudrais vraiment vous inviter sur ces sujets-là, puisque vous dites être mu que par le bien-être des enfants. Non mais attendez, ma chère collègue, qui n'est pas mu ici, ou qui ne le serait pas par rapport à ce qu'on voit ? À un moment ou un autre, je voudrais juste, quand je vous entends, et j'ai du respect pour votre action, quand on parle d'enfants, quand on parle de choses, évidemment que ça vaut mieux que des querelles. Mais je ne comprends pas la méthode. Ce type de situation, et on a eu l'occasion d'en avoir d'autres, je parle sous le contrôle notamment d'Isabelle Ramy ou de Madame Kellier, quand on a des choses qui relèvent de certains dossiers de confidentialité, de sujets d'une extrême gravité, en débattre, c'est normal et c'est sain. Mais je crois que l'action caritative, bénévole, elle ne se fait pas, elle ne doit surtout pas se faire à travers une question orale publique. Surtout pas, ma chère collègue. Vous êtes parfaitement libre de la poser. On est parfaitement libre d'y répondre. Mais que, aujourd'hui, je vais vous citer un chiffre, nous avons 120 logements d'urgence sur Talence. Alors, est-ce qu'on doit faire mieux ? Bien évidemment. Est-ce qu'on peut faire mieux ? C'est compliqué. Mais que, quand on parle de ces thématiques-là, et d'autres, de l'enfance battue, des femmes battues, ou d'autres choses, je crois que le politique, avec un P majuscule, s'honore à avoir des discussions en tête-à-tête, libres, et qui peuvent être critiquées, c'est pas la question, sur le fait de dire on a ce sujet-là avec cette famille-là, on a cette situation-là. Aujourd'hui, Talence, nous avons des villages d'hébergement d'urgence qui ne font pas l'objet de publicité. Nous avons des structures d'urgence pour des femmes battues qui ne font pas l'objet de publicité. Et je crois vraiment, c'est pour ça que moi j'ai été vraiment très dérangé par la question, pas par le fond bien sûr, mais par le fait de dire pourquoi voulez-vous poser une question orale publique sur un sujet
éminemment complexe et dans lequel on est tous réunis autour d'une fraternité et une humanité. Maintenant, il y a des lois, des textes et des situations. Et je crois, et c'est le sens de l'intervention de Madame Madrid, et que je complète et que je soutiens, que dans cette typologie d'action-là, on aura tout à gagner, comme vient de le rappeler Madame Grélard, de travailler de concert dans la confidentialité plutôt que de les exposer sur la place publique. Non pas qu'on en ait honte, mais moi je considère qu'à partir du moment où on fait étalage de toute sa mansuétude ou de sa générosité, c'est qu'on en cherche commerce d'un point de vue politique. Et ça, je le réfuterai toujours. Et je crois qu'autour de cette table, dont vous faites partie, on est tous mus par l'intérêt général. On peut avoir des divergences de vues, ça ne me pose pas de problème. Mais ces thématiques-là, et quand vous dites bah, telle ville y arrive, pourquoi pas nous, s'il vous plaît, ça fait des années, et j'étais pas maire, hein, que cette ville se démène, que le département aussi le fait. Chacun a ses responsabilités et chacun devra en rendre compte le moment venu. Mais allez nous comparer dans l'action avec d'autres villes où eux y arriveraient, pas nous, franchement, non. Parce qu'on fait à la hauteur de nos moyens, comme on peut, et on fait bien. Ce qui s'est passé avec le diaconat sur le site de l'université, c'est une idée qui est venue de la ville, de nos fonctionnaires. On aurait pu effectivement laisser cet endroit-là gardienné avec rien. On a fait ce choix-là d'hébergement d'urgence. C'est une goutte d'eau dans la mer, à plusieurs titres d'ailleurs. Mais que, voilà, sachez, madame, ma chère collègue, chère sénatrice, qu'on a rencontré les familles et les associations qui les aident. Vous le savez peut-être. Eh bien, on a eu un échange avec elles. On a pris des engagements sur le suivi des dossiers, ce qui ne veut pas dire qu'on aura de la baguette magique pour les résoudre. Hein. Mais je pense qu'on s'honorera toujours d'avoir ces discussions avec la confidentialité, en vous rappelant aussi que ces familles-là doivent aussi faire la démarche, accompagnées par des citoyens aussi, parce que leur situation relève d'une élémentaire confidentialité que je dois en tant que maire et d'autres en tant que département garantir. Donc moi, je voudrais juste vous inviter sur cette question que vous pourriez avoir, comme sur d'autres, à nous faire part de toutes les questions que vous voudriez avoir, mais pas de façon publique, de façon en tête-à-tête. Vous savez le faire tout au long de l'année, et je suis sûr que là-dessus, on y gagnera tous, et en premier lieu, l'action publique. Mes chers collègues, je vous donne la date du prochain conseil municipal qui aura lieu le lundi 7 juin, à 18h. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et à très bientôt. Merci, la séance est levée.